Raphaël Ricard, the man, the legend, the myth himself. Wow! Je m'attendais pas à ça. Salut. Salut, ça va? Ça va toi? Oui. Merci à Bonjour Québec pour commencer le podcast, comme toujours, de toute la saison. Merci. Puis ce soir, on voulait boire. Fait qu'on boit un vin rouge. OK. Offert gracieusement par la boutique 5 à 7 sur Manqueville-et-Mort, qui offre des super bons... Est-ce qu'on peut voir Ouais, l'étiquette? je m'en allais dans la direction de ma main. Puis l'affaire, c'est que maintenant, je sers avant, parce que je suis pas à l'aise à servir. J'ai déjà eu des mauvaises expériences comme bartender à servir du vin. Fait qu'aujourd'hui, on boit Vignoble de la Bauge, un vin rouge, Évolution, OK. de Brigham. C'était ça la Guinée avec tout le vin rouge dessus que t'as Ouais, essuyé, c'est ça. ce que t'as crissé à terre. Puis la bouteille a l'air vide, on l'a pas bu encore, OK. mais c'est parce que Phil, l'homme à la console, il veut boire, il voulait boire. Il a l'air chaud Ouais. en ce moment. Voilà. Puis c'est drôle parce que Phil m'a dit avant d'enregistrer, il est comme Oli, ça fait 1 an que je viens ici, puis j'ai jamais entendu Raph parler. Comme parler plus que, mettons, tu sais, du small Je talk. l'ignore, man. C'est ça. Je veux pas y parler, c'est pour ça. Fait que là, il est dans d'entendre une vraie conversation. Ouais, cool. Mais écoute, merci d'avoir pensé à moi. Je suis content de... T'étais sur la liste depuis longtemps, Ouais, puis là, t'es là aujourd'hui. je suis là. Raph, t'es le fondateur de C'est Beau. Yep. C'est Beau, c'est toi. Bah, c'est moi et plein c'est- d'autres personnes, mais oui, à Mais la c'est base. ton essence, Ouais. c'est tes valeurs. Exact. Avant de commencer à parler de C'est Beau, t'as-tu fini ton bac en philo? Non. Non, c'est ça. T'as arrêté à moitié? Yep. Comme 2e année, t'es comme I'm out. Exact. Mais c'était-tu fun les 2 premières années? Non. Non, non. Non, je niaise. C'était vraiment le fun. Rapproche-toi de ton micro. Ouais, salut. C'était vraiment cool, mais tu sais, à un certain point, c'est que tu réalises qu'est-ce que tu veux faire un petit peu plus tard dans ta vie. Puis il faut que tu prennes des décisions dans le quotidien pour aller à ces objectifs-là. Puis l'école était plus un tremplin pour mes objectifs. Fait que philo, c'était cool. L'école, c'est nice, mais ça me correspondait plus Puis t'avais... à ce que je voulais faire. Pourquoi t'avais décidé d'aller en philo? Ben, je me suis toujours intéressé à... Ben, en fait, on est en vie, hein? Ouais. Ça va être lourd, maintenant. Je Non, t'avertis. c'est pareil. C'est une joke. Mais on est en vie, fait que c'est... Quand t'as des prises de conscience, j'ai tout le temps fait de l'anxiété. Depuis que je suis très jeune, en fait, je te raconte rapidement quand j'ai commencé à avoir des... Pas de l'anxiété, là, mais vraiment des prises de conscience existentielles. Moi, je fais du skate depuis que je suis tout jeune, puis j'aime vraiment ça. Puis quand j'étais jeune, je vivais pour ça. Fait que le soir, quand je me couchais, à quoi je pensais? Les tricks que j'avais landés dans ma journée. Puis là, un moment donné, j'ai commencé à me dire, éventuellement, quand tu meurs, je pourrais plus faire ces tricks-là. Je pourrais plus Wow. faire de skate. Quel âge, mettons? J'avais peut-être 12 ans, 12-13 ans. Quand Puis même. là, j'ai eu une espèce, tu sais, vraiment, il fallait que je me lève dans la nuit, puis pas à cause du skate, mais à cause des espèces de bouffées de chaleur de, éventuellement, l'infini, la mort, va arriver, puis je pourrai plus jamais faire ce que j'aime, ce qui est le skate. Wow. Fait que ces prises de conscience-là ont toujours été là en moi. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, ben pourquoi pas creuser un petit peu plus dans ces prises de conscience-là et tout. Fait que j'ai été en philo. Mais à un certain point, je me suis rendu compte, OK, je trippe, mais je vais pas me faire une carrière. Ouais. Je vais pas amener du pain sur la table, comme on dit, au Québec, avec ça. Fait que c'est rendu un passe-temps, un hobby. J'adore tu sais, la philosophie, la métaphysique et tout, mais c'est pas... je suis plus à l'école pour ça. Fait que je prends mon temps dans mes lectures, dans l'apprentissage, dans... Est-ce que tu sais qu'est-ce que les gens, comme les gens avec qui tu étudiais, comment ils se servaient de ce bac-là par après? Non, pas tant. Puis c'est pour ça, j'aimerais ça qu'ils me le disent. Parce que je serais peut-être resté. mais non, en fait, je pense que les gens vont surtout après ça dans les ressources humaines, dans les business, ou sinon, si tu vas pas en recherche. Si tu continues pas Ouais. avec au doc, post-doc, etc. Fait que je sais pas trop les débouchés exactement. Non? Puis, avais-tu des parents intellectuels pour mener à des réflexions comme ça? Oui. Je prends une petite gosse. Ouais, vas-y. Parce que clairement, pour avoir ces réflexions, c'est bon, hein? Ouais, vraiment. Let's go, les 20 keb. Ça vient de où, ça? 5 à 7. Brigham, vignoble de la Bauge. Mais ça vient de la boutique 5 à 7, mais incroyable. ils le font pas dans la boutique. Non, non, effectivement. Ils pilent pas ses raisins. Oui, c'est ça. Mais ils le vendent, mais c'est pas bon. Mais oui, en fait, c'est que mon père est... en fait, j'ai un background, en fait. Mon père est notaire, par rapport. Mais il y a tout le temps eu une espèce de côté spiritualité. Reste plus proche de ton micro. Il était dans les Roses-Croix. Même moi, c'est un peu obscur. Là, il me disait qu'il était là-dedans. Fait que ça a tout le temps été... tu sais, l'espèce de...
s'asseoir puis penser à la vie, si on veut, ça a tout le temps été quelque chose d'omniprésent, si tu veux, dans ma famille. OK. D'avoir des conversations un petit peu profondes, whatever. Ouais. C'est peut-être ce qui fait en sorte que j'avais des crises existentielles le soir. Je vais pas pleurer. Mais ouais, fait que ça a tout le temps été prédominant, je te dirais. Ouais. Puis comment cette anxiété s'est manifestée? Est-ce que c'est juste des pensées? Puis comment ça a évolué au fil du temps? Ben, en fait, ça a commencé justement le soir comme ça quand je pensais à tout ce que je pourrais plus faire dans le futur. Tu catches? Puis après ça, tu sais, c'est parti quand même assez longtemps. Le jour, c'est correct, on dirait que vu qu'il fait clair, t'as des activités, t'as des choses à faire, tu tasses ça de ton esprit, tu sais, t'apitoyer ou se regarder, tu le fais pas le jour parce que t'as trop de choses à regarder, justement. Mais rendu au soir, tu y penses un peu plus. Puis finalement, j'ai réussi à comme tasser ça de côté, à dealer avec cette chose-là. Mais rendu justement au secondaire, puis là, rendu au cégep, quand tu commences à te dire, OK, mais je fais quoi, là? Tu te fais pitcher en dehors du secondaire, t'as aucune idée, tu sais pas ce que tu veux faire nécessairement dans la vie. Puis là, t'es comme, OK, faut que je prenne le moment, faut que je prenne un temps pour penser à où est-ce que je m'en vais. Puis là, cette réflexion-là, ces yeux-là que t'as sur la vie en général, là, comme la nuit, ils reviennent sur toi. Fait que là, tu te regardes, tu fais, What's up with me? Fait que là, l'anxiété est revenue. Fait que j'ai commencé à vraiment faire des grosses crises d'anxiété généralisées quand j'étudiais à Ottawa, en fait, au collège, à la cité collégiale en publicité. Puis ça a vraiment comme... C'est là que ça a starté. Je suis revenu à Montréal après ça. C'est là que je me suis remis en question. J'ai été en publicité. Pas en publicité, excuse. Après en publicité, j'ai été en philo. Mauvaise idée. Tu fais des crises d'anxiété sur la vie, tu t'en vas étudier en philo. Tu les exacerbes. Exactement. Fait que j'ai fait 2 ans en philo, puis après ça, c'est là que j'ai réalisé que ce que je voulais faire, qui était... depuis que je suis jeune, en plus, c'est drôle parce que je voyais des vidéos de moi quand on était au secondaire, des projets collégiales, pas collégiales, mais d'école, puis je disais tout le temps, je veux partir une marque. Je veux dans le skate. J'ai tant fait du skate. Ouais. C'est ça que je veux faire. Puis je me suis rappelé de ça comme 10 ans plus tard, tu sais. Puis là, je me suis dit, hey, dans le fond, c'est ça que j'aime, Steve. Construire quelque chose. J'ai tout le temps fait mes modules de skate chez nous parce que je restais plus loin que mes amis, puis les skateparks qui étaient clean. Fait que c'est là qu'après, c'est devenu mon autre carrière qui est celle d'aujourd'hui. Ouais. Mais ça a été vraiment un genre de mélange des deux. Fait que la philo / l'entrepreneuriat, je trouve que c'est très interrelié dans mon parcours, du moins. Ouais. Je pense que le proprio de la part 200 pour que je travaillais, Zach Maglovich, OK. je pense lui aussi, il a un bac en philo. Ah ouais? Puis là, tu sais, il est rendu avec plein de bars. Ouais, c'est ça qui est... On s'entend que c'est un à l'antipode. Ouais, c'est ça. Je n'osais pas le dire. Ouais, c'est ça, exact. Fait que c'est fou que les 2 seules personnes que je connais qui ont commencé un bac en philo ont juste lancé des business. Tu sais, pas... Imagine, ça t'aide à enclencher un réflexe de juste réfléchir. C'est ça. Puis ce que je trouve super intéressant, là, c'est qu'en ayant étudié un petit peu en philo, j'ai pas fini, là, on s'entend. Mais ça m'a juste apporté l'importance, rappelé l'importance de se questionner au quotidien puis d'aborder les problèmes un peu différemment. Puis après ça, je me suis dit, hey, j'aurais tellement gagné d'avoir su avant, mettons, au secondaire, au primaire, whatever, d'avoir su que c'est correct l'échec. C'est correct de se questionner, de pas être sûr, de pas savoir où est-ce que tu t'en vas. C'est normal. Mais on dirait qu'on est tellement sur un path, tout le monde, de prochaine étape. Puis on assume que tout le monde suit, que tout le monde, des fois, les gens se sentent pas nécessairement à leur place ou pas prêts, etc. Fait que étudier à philo, ça m'a tout remis ça comme en considération. Puis je me suis dit, hey, on gagnerait tellement à avoir un programme où est-ce que au primaire, ça a l'air intense, là, mais au primaire, t'as un petit cours de philo d'introduction, de réflexion, je sais pas, juste... Mais je trouve, tu sais, mon historique avec la philo 1, cégep, j'ai quitté. Comme je suis parti parce que je peux pas faire ça. Je peux pas faire Socrate. C'est clair. Puis je trouvais ça tough de lire ces textes-là. Ça marchait pas. Je savais que j'allais couler, fait que je suis parti. Puis là, j'ai pas le choix de le faire, tu sais, fait que je suis retourné une autre session d'après. Passer sur la peau des fesses, mais plus que les cours de philo avançaient, philo 2, philo 3, puis justement quand tu peux appliquer la philo dans un monde contemporain puis l'appliquer à des dilemmes d'aujourd'hui et non des dilemmes d'il y a 3000 ans, je trouve que c'est là que la philo devient fun de juste réfléchir au monde d'aujourd'hui. Puis c'est des réflexions puis des exposés oraux qui m'ont tellement suivi. Tu sais, je me souviens, j'avais fait un exposé oral sur est-ce éthique de bloquer l'arme nucléaire à la Corée du Nord? Okay. Est-ce éthique d'empêcher la liberté d'un pays de faire qu'est-ce qu'elle veut?
oui, non, pour le plus grand bien ou pas. Puis c'est cette réflexion qui m'avait inspiré à aller en Corée du Nord pour justement le vivre par moi-même. Wow. Mais c'est juste tellement fun. Un peu comme géographie, monde contemporain, secondaire 5. Que c'est fun de parler du monde d'aujourd'hui puis d'appliquer la théorie à du monde. C'est tellement plus concret. Puis, quand tu l'appliques, c'est là que ça prend tout son sens. Exact. Parce que, tu sais, sinon, c'est un cours d'histoire. Puis comment perdre quelqu'un qui juste dire hey, on va faire de la philo, puis finalement, il y a 3000 ans, 2500 ans, Socrate, Platon, mes grands chums, ils disaient on s'en calisse. Ben, c'est ça. Dans mon quotidien, qu'est-ce que ça peut m'apporter? C'est ça. Tu sais, au même titre, on va pas rentrer dans la scolarité et tout, là, mais l'économie, gérer une carte de crédit, on parlait un petit peu plus tôt, s'il vous plaît? Ouais. Je me suis chié mon crédit bien tôt à cause de ça. Là, c'est chill. Surtout les taux de 23%. Temps, ouais. Fait que, tu sais, tout ça, je suis comme, oh my God, il y a tellement de choses à faire, à réformer un peu, là, pour faire des humains un peu plus prêts à affronter la les citoyens actifs, puis... Ouais, alerte. Je veux pas rentrer trop dans l'historique de C'est Beau, mais... Parce que tu connais? Je vais dresser les grandes lignes, OK? D'un point de vue, de mon point de vue, ayant vu l'entreprise grandir. Ben, tu sais, je le rappelle, on a collaboré comme très, très tôt. Ben, c'est ça. Fait que t'as vu d'un point de vue extérieur. Exact. Puis j'ai dû expliquer à des amis ou à des personnes de comme c'est quoi C'est Beau. Fait qu'on dirait que je suis dans une bonne position pour raconter d'une manière sommaire, tu sais. Okay. Fait que je vais te dire, au début, ça a commencé de toi qui répare des skates. Qui a trouvé des skates dans des poubelles, qui a réparé des skateboards, skateboards, puis qui les revendait. C'est ça. Après, OK, je fais des gros sauts, là, mais la deuxième partie, j'appellerais ça, quand vous êtes allé dans l'œil du dragon, j'appelle ça la partie être le Amazon des produits artisanaux du Québec. Fait que juste une plateforme où est-ce que tous les produits d'artisans talentueux peuvent être facilement vendus. Et donc, curated, exact. Puis après, la troisième phase, c'est vraiment d'être... faire des basics avec des bonnes valeurs. Mm-hmm. Des Gildan avec des bonnes valeurs. Faites ici, pour des entreprises d'ici. Beaucoup. Fait que puis je vais en nommer parce que je trouve ça impressionnant, mais les clients notoires, Ricardo, 3 fois par jour, Charlotte Cardin, Argon, Louis-Jean Cormier, Rad, Ubisoft, Guru. Essence. Essence. Et j'en passe. Je vais rajouter un. C'est ça. Lesquels de ces clients dans cette dernière phase que tu es particulièrement fier? Tu étais comme, wow, je suis vraiment content de je viens de le dire en fait, là, mais tu sais, Essence, si on m'avait dit il y a 2 ans, hey, tu vas. On est dans une catégorie un petit peu différente du streetwear, etc. Dans le sens, c'est des basics du quotidien et on produit aussi de la merch. C'est pas sexy de dire de la merch. Mm-hmm. Mais si on m'avait dit il y a justement 2 ans, hey, tu vas faire de la merch pour Essence, pour tous ceux que tu viendrais d'énumérer, j'aurais pas tant cru. Ben, j'aurais cru, mais j'aurais été surpris puis je me serais dit Self-Five. Fait que c'est des clients que je suis vraiment fier d'avoir pu transmettre la vision que j'avais puis que l'équipe on avait il y a 3-4 ans, qu'on a mis de l'avant, de voir que ça a été bien véhiculé pour que ces gens-là nous fassent confiance. Mm-hmm. On va revenir aux valeurs puis à la situation aujourd'hui, mais juste dire, on va parler du podcast parce que le podcast a commencé, c'est un rêve à moi, un rêve que j'avais mis caché parce que je voulais pas montrer mon visage avant le travailleur. Puis là, à un moment donné, l'histoire est complexe, mais mettons, C'est Beau embarquer dans le projet. Puis on a fait une première saison. Moi, j'étais super down, j'ai invité des invités que j'adore. Des épisodes que je suis fier. Puis après la deuxième saison, quand on était en préparatif, on a changé de local. Fait qu'au début, on tournait ça dans dans le magasin sur Mont-Royal. Sur Mont-Royal de C'est Beau. Exact. Avant l'ouverture puis après la fermeture. Puis la deuxième saison, on a changé pour venir ici, dans les bureaux. Le QG. Le QG. Exact. Qui ici, c'est la salle de conférence que pendant 2 semaines d'enregistrement par saison, on transforme. Ben, vous avez transformé. Exact. Puis dans la préparation de la deuxième saison, des amis me demandaient, mais c'est quoi l'intérêt à C'est Beau, tu sais? Pourquoi C'est Beau embarque dans ton projet? Puis je disais, pour elle, je sais pas. C'est fou parce que, tu sais, normalement, quand quelqu'un investit de l'argent, concrètement, dans un projet, il y a des attentes ou il y a des retours qui se doivent d'être faits. Quantifiable. Très mesurable. Exact. Puis moi, l'affaire, c'est que vous m'avez jamais rien dit de faire, mis à part, mettons, des posts, je sais pas c'est quoi le terme exact, des posts collaboratifs sur Instagram, quand on publiait des teasers, mais jamais vous m'avez demandé de vous mentionner, ni verbalement, jamais plugger n'importe qui, comme je t'invite aujourd'hui par un réel intérêt. C'est fou parce que je vous avais écrit, puis je suis comme, est-ce qu'on
peut avoir un meeting pour déterminer pourquoi vous décidez de collaborer au podcast. Ouais. Puis on a eu un meeting, puis la conclusion, c'était comme, ça fait longtemps qu'on collabore, on a les mêmes valeurs, on croit en tes projets. Il n'y a pas plus que ça. T'sais. C'est fou dans une économie, mais en fait, c'est fou tout court pour une entreprise de croire autant en le projet d'un individu sans jamais y redemander quelque chose. Puis c'est fou que tout ça, c'est juste un match de valeurs. Tu dirais que... Pourquoi? Pas pourquoi, parce que maintenant, je le comprends mieux. Mais c'est quoi nos valeurs communes? Valeurs communes, c'est pas compliqué. Écoute, c'est beau depuis le début. Puis attends, tiens ton idée, je tiens à dire, ma facture 002, j'ai rechecké aujourd'hui pour... Ma facture 002. Comme là, je pense que ma facture 375, je sais pas trop. OK, t'es dans tes trucs de comptabilité, ouais, whatever. Okay. Puis ma facture 002, c'est-à-dire ma deuxième facture à vie de Drowster. C'est beau. En 2015. Les photos. Ouais, 2015-2014. C'était-tu pour Raphaël Millet ou Antoine Pilon. Antoine Pilon, chez nous, dans mon appart. Ouais. Ou Raphaël Millet. Dans son atelier, qui travaillait le bois. Exactement. Ouais, mais je me rappelle exactement, les photos photos étaient vraiment longtemps. insane. Ça va faire bientôt 9 ans. Ouais. Puis en fait, c'est fou parce que 9 ans, on est vieux, man. La business est vieille. Fuck, on est vieux, hein. La business est vieille. Mais depuis le début, tu sais, c'est beau, on a tout le temps pas trippé, mais on s'est tout le temps senti proche du mot savoir-faire. Parce que c'est ça qu'on veut on a tout le temps dit, on veut démocratiser les vêtements faits ici. On veut démocratiser le savoir-faire local. Quand on était plus en mode vendre des produits d'artisans québécois. Puis ça a tout le temps été ça. Puis toi, j'ai l'impression qu'avec les photos, depuis le début, c'est que tu démocratises aussi de ton côté le savoir-faire en l'exposant, en allant dans son quotidien, en allant chercher des moments que les gens voient pas, puis en faisant « Hey, lui, ou ce savoir-faire-là existe, voici. » Fait que c'est pour ça que ce style de photo-là, puis même notre collaboration depuis le début, on a tout le temps été alignés, je pense, par rapport à ça. C'est ce qui fait que je pense qu'on a gardé tout le temps un intérêt parce que moi, on est drivé, c'est beau, par les gens, par le savoir-faire, la diffusion, même si ça n'a pas rapport avec notre produit. Puis ça vient un petit peu à ce que tu disais tantôt, là, de pourquoi on met des sous, on va dire, où on produit un podcast sans vouloir être c'est beau, qui flash non-stop. C'est parce qu'on sent que d'investir dans des gens qui sont reliés aux mêmes valeurs, qui ont la même vision, rapporte à long terme. Puis, rapporte, mais c'est juste le fun aussi. Tu comprends? On n'a pas mis dans un Excel un chiffre, on est comme ça va rapporter dans 3 ans et demi ou dans 30 ans. Mais on sent que c'est juste aligné avec ce qu'on fait, puis on est là pour le long run. Tu sais, je t'en parlerai peut-être si tu me poses la question. Mais en fait, c'est qu'il y a un mindset qu'on a instauré dans le business, puis que j'ai instauré dans ma personne qui a changé la game. Puis c'est d'être vraiment un infinite, ça sonne gourou du marketing. Pas du marketing, mais de la business. Là. Mais infinite player, dans le sens où tu joues pas sur le même timeline que les autres, fait que tu vois plus loin. Puis tu fais pas juste regarder tes compétiteurs à gauche, à droite pour dire où est-ce qu'il s'en va, je le suis, il est en arrière, je suis correct. On est sur un autre timeline. Fait que des affaires comme des projets qui nous tiennent à cœur, qui fit avec nous, on est all-in. Puis ça, on veut garder ça. Puis on a tout le temps dit, on veut être une petite business, une culture de petite entreprise dans l'infrastructure d'une grosse. Tu comprends? Puis garder ça. Puis si, exemple, je réécoute ce podcast-là dans 5 ans, j'ai pas fait ça, Raphaël, je suis déçu. Je m'avertis pour le futur. Ouais. J'essaye de penser en avance. Fait qu'on veut garder ça. Puis tu sais, à date, si on avait eu un podcast il y a 5 ans, on est on track sur ça, sur cette philosophie, cette mentalité-là. Cette mentalité a commencé en quelle année? C'était quoi le déclic? C'était-tu le livre Finite and Infinite Games? Exactement. Qui a été repris après ça par Simon Sinek, qui est un espèce de vulgarisateur. Mais oui, ça vient exactement de là. Mais ça n'a pas nécessairement été ça le déclencheur. Ça a été le déclencheur de mettre un mot sur quelque chose qu'on avait déjà instauré, qu'on sentait dans la culture d'entreprise sans même avoir pensé à la culture d'entreprise. Mais, ouais. Puis ça, c'était en quelle année, mettons, en gros? Ça, je te dirais pendant la pandémie, mettons. Ah ouais, OK. Fait que c'est quand même frais. C'est quand même récent, ouais. Que le mot a vraiment, il a pris un sens. Ouais. On a tout le temps été agile à comment je pourrais dire ça? À retomber sur nos pattes, à trouver des solutions,
à vouloir promouvoir les choses qui nous tiennent à cœur, à vraiment suivre nos valeurs. Mais après ça, vraiment, la pandémie a apporté une espèce de stress qui a fait en sorte qu'on n'a pas eu le choix de se remettre en question beaucoup plus rapidement puis plus profondément que ce qu'on fait au quotidien, of course. Je reviens à la pandémie, on avait 3 locales commerciales. Ouais. Un sur Mont-Royal, un sur Beaubien, un dans le centre-ville avec Frank & Oak. On partageait un local commercial. Ouais, sur Stanley. Exact, le Frank & Oak Femme. Ouais, on avait la devanture. Ah ouais. Fait que pandémie arrive, on paye dans le bar des loyers par mois. Là. Les loyers commerciaux, on s'entend-tu que Stanley? Sainte-Catherine, ce n'est pas un petit loyer. Fait que c'est ça. Fait que là, ça, t'es comme, OK, qu'est-ce qu'on fait, là, tu sais? Fait qu'on s'est remis en question, puis vraiment rapidement, on est revenu à cette mentalité-là de infinite player, entre guillemets, de dire, OK, on va aller à notre rythme, mais on va bien le faire. On va être compétitif dans notre rythme, en tout cas. C'est lourd. Mais à ma connaissance, c'est beau, la compagnie que je connais qui a le plus évolué ou le plus comme changé de direction souvent, tu sais. Ouais. C'est quoi qui reste la même chose depuis le début? Pourquoi on le fait? Démocratiser le savoir-faire québécois, local. Ça n'a jamais changé. C'est venu après les skates? Ou même dans les skates? Non, c'est venu dans les skates. Parce qu'en fait, les skates, on a fait un petit recap rapide, mais pourquoi on faisait des skates? C'est justement, j'étais en philo, je travaillais dans un skate shop. Puis j'ai tout le temps été manuel. Mon grand-père avait une shop de porter châssis. Fait que j'ai tout le temps tripé à travailler de mes mains, travailler le bois. Fait que même quand j'étais chez nous, justement, c'est moi qui faisais mes box, mes rails. Je faisais tout moi-même. Sauteuse, je sais pas pourquoi mes parents me laissaient une sauteuse, honnêtement. C'est irresponsable, non, c'est vrai. Mais un peu. Hey. Puis j'ai tout le temps fait les choses par moi-même. Fait que quand je travaillais dans ce skate shop, je voyais à quel point les jeunes qui venaient s'acheter un nouveau skate, ils jetaient leur skate, mais qui est encore très, très bon pour l'utilisation. Fait que je faisais juste les transformer. Puis là, je les retravaillais. Écoute, j'avais pas de sableuse à ce moment-là. C'était à main, papier sablé. Je faisais les coins pour qu'ils soient ronds. Puis je les revendais dans le même skate shop. Puis mes amis étaient comme, hey, je peux en avoir un, etc. Puis là, c'est là que j'ai réalisé à quel point c'était dur pour un artisan de faire un produit qui m'a pris genre 7 heures, le mettre à côté d'un pennyboard en plastique qui est vendu genre 50$, 60$, je sais pas, avec les trucks, les roues. Puis mon skate, il y a rien, c'est juste le bois. Il est 60 aussi. Ah ouais. Fait que là, j'étais comme, hey, c'est un petit peu déloyal la concurrence là, avec un produit d'un commerce international. Puis c'est là qu'est venu l'espèce de, hey, il faut qu'on se tienne, entre guillemets, puis qu'on aille vraiment une plateforme pour vendre des produits d'ici, puis qu'il n'y ait pas de compétition déloyale de prix comme ça, tu sais. Puis il faut éduquer aussi les gens, entre guillemets, sans être tombé dans des tons moralisateurs, puis genre, je te chicane parce que t'achètes pas ici. Là. Juste les inspirer, exactement. Puis pour ça, il faut pas juste que tu sortes la carte de « c'est fait ici ». C'est fait en papier mâché. C'est mon crachat qui a mouillé le papier. N'importe quoi. Salive locale. Salive locale. Il faut que ça soit inspirant au début. Il faut que le produit soit nice. T'sais, il faut que tu t'inspires les gens puis qui trippent sur ton produit autant pour les mêmes raisons qu'ils trippent sur un produit fait ailleurs, fait un produit Adidas ou whatever. Puis qu'après, moi, mon point, c'est après, il se dit, hey, en plus, c'est fait ici. C'est pas ça en premier. Je comprends. Tu comprends? Ouais. Ce qui est fascinant dans l'évolution de Cebu, c'est justement à quel point tu touches à tout. Tu t'es pas dans ton bureau à juste comme... C'est fou que littéralement les cadres alentour de nous ont été vissés, drillés par toi. C'est pas le meilleur exemple, c'est facile. Non, mais tu sais, moi, après, c'est capable, mais je serais pas capable. Ah ouais? Ouais, je suis désolé. Je suis désolé, papa, maman, mais comme, tu sais... On dirait que tu trouves... mettons, cette pancarte-là, là. Ouais. C'est la sauteuse. Puis ça, sur mon appart dans Schlag, les lettres, toutes les lettres. J'ai vu une photo... Sur Partenay, c'était-tu les bureaux sur Partenay? Ouais. Il y avait ça devant le bureau. C'est le même. Puis on l'a peint blanc, mais avant, c'était en bois avec une teinture plus foncée. Mais oui, c'est... Mais c'est vrai à point tu touches à tout, tu sais, la vision marketing, tu sais, gérer l'entreprise puis tout. Est-ce que c'est de toucher à tout qui te rend plaisir, qui te fait plaisir, ou t'es juste pas capable de choisir une chose? Ouh, c'est une grosse question, ça. Non, j'aime toucher à tout. En fait, j'aime comprendre. OK? Fait que j'aime ça, j'aime ça vraiment explorer puis me dire, avant de dire à quelqu'un ce que j'aime par rapport à exemple, travailler le bois, whatever, je veux l'expérimenter par moi-même pour comprendre qu'est-ce que je vais dire. C'est qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux. Fait que j'aime vraiment découvrir, honnêtement, puis tu sais, quand justement les crises existentielles que je parlais quand j'étais plus jeune,
je sais pourquoi, parce que je me dis, j'aurais tellement aimé ça, ou si ça se peut, on sait pas encore, vivre 1000 vies. J'aimerais ça faire tout. Puis un des films qui m'a le plus inspiré, c'est Mr. Nobody. Ça me dirait. C'est incroyable. T'as regardé ça, en fait, c'est toutes les options. Tu sais, on a des choix dans la vie, puis lui, il n'arrive pas, dépendamment d'un choix qu'il fait dans la vie, on voit tout le parcours qui en découle. S'il avait décidé de sortir avec telle fille à la place d'une autre. Fait que tu vois toutes les options qui sauvent à lui parce qu'il n'arrive pas à décider. Fait qu'il est personne au final parce qu'il prend jamais de décision, entre guillemets. Fait que ça pour dire que j'aurais vraiment aimé ça toucher à tout. Fait que c'est pour ça que c'est plus fort que moi. On dirait quand j'entends un projet, je veux toucher à tout. Mais j'ai appris avec le temps à step back, faire confiance aux autres. Ouais. Puis ça a été vraiment de quoi qui a changé ma façon, on va dire, de gérer. Ben, je me suis jamais vu comme quelqu'un qui était un gestionnaire d'entreprise. T'as zéro l'air d'un boss aussi au quotidien, tu sais, dans le sens... Effectivement. Comme tu me check. T'arrives à des heures bizarres, t'as l'air bizarre, puis tu joues au tech deck, c'est ça le mot? Ouais. Au tech deck, comme tu joues au skateboard en plein meeting, tu sais, avec tes doigts. Ouais, effectivement. Ouais. Dit de même, c'est vrai que c'est sketch. mais honnêtement, c'est ça. On dirait que j'arrive avec un regard extérieur. Puis, mon point, c'est il faut tout le temps s'améliorer. Si je me lève un matin puis je sens que j'ai régressé, c'est un échec. Ouais. Fait qu'il faut tout le temps apporter de quoi de plus. Puis je me rends compte que où est-ce que j'apporte de quoi de plus en évoluant, en apprenant, c'est pas dans faut que je me tienne bien avec, faut pas que je fasse de tech deck. Ça, c'est comme, c'est chill. Fais du tech deck si ça tente de faire du tech deck. Tant que t'es effectif dans le quotidien, tant que ton équipe est heureuse, tant que tes processus sont améliorés, tant que t'as une vision, la vision est claire, les gens sont au courant, tu sais. Fait qu'une fois que ça s'est fait, de quoi t'as de l'air, etc., on s'en cale. On a le droit de sacrer. On s'en crisse. Ouais. Fait que c'est ça que j'ai appris avec le temps. Fait qu'au début, je touchais à tout. Je touche encore à tout, mais je vais pas donner mon petit crise de grain de sel à tout le monde. Ouais. Parce que je me dis, il faut laisser de la place. C'est pas vrai que j'ai de la science infuse. Au contraire, là. Au contraire, je suis un bon... Comment je pourrais dire ça? Je suis un bon... généraliste. Ouais. J'aime ça. Je suis bon pour avoir une vision d'ensemble, comprendre un peu tout, mais être bon dans rien. Genre, exceller dans rien. Ouais. Mais c'est ce qui fait en sorte que je pense que je suis pas pire dans ce que je fais, puis que c'est beau se dirige tranquillement pas vite vers où est-ce qu'on le visualise. C'est quoi ta forme d'intelligence prédominante? C'est quoi les choix des options? Tu choisis. Ça peut être émotionnel, de gestion, mathématique. J'imagine qu'il y a des formes d'intelligence comme officielles, mais mettons, toi, tu ressens ta plus grande force, c'est quoi? Comme je viens de dire, je pense que c'est le fait d'être généraliste. OK. Une des forces que je pense qui est vraiment importante, là, puis que je réalise de plus en plus, c'est de savoir quand être impartial, pas être impartial, mais de vraiment stick à tes idées, à ta vision, puis savoir quand être flexible pour être malléable. Puis ça, c'est vraiment dur à trouver. Comme quand il faut que je mette mon pied à terre, puis je dise non, c'est ça que je veux, on continue. Ou c'est quand que je dis non, là, il y a une pandémie, il faut qu'on vende plus tel. Tu sais, legit, notre modèle d'affaires, le 40 pages, il faut qu'on refasse 30 pages. Il faut vraiment savoir doser de comme quand mettre quel chapeau. Puis ça, c'est quelque chose que je suis pas pire. Par intuition? Oui, mais de plus en plus par... Oui, c'est de l'intuition parce que je pourrais pas te l'expliquer. Oui, c'est ça. Je m'en allais essayer. Oui, c'est ça. L'intuition. C'est de l'intuition, mais j'ai l'impression que l'intuition vient quand même d'un processus mental de plein de données, on va dire, de data qui s'accumulent dans notre cerveau, qui est influencé par l'expérience, etc. Puis que ça fait en sorte que ton intuition est de plus en plus accurate sur quoi tu veux l'appliquer. Ouais. Fait que oui, ça vient de l'intuition, mais je pense que c'est vraiment par rapport aux expériences qu'on a vécues depuis qu'on a lancé, qu'on fait C'est beau, etc., mais dans la vie de tous les jours. Fait que, ouais. Puis clairement, d'avoir commencé à réfléchir de plus en plus en profondeur à un si jeune âge, ça crée comme un pattern juste de réflexion. Ouais. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu fais 100% confiance à ton intuition? Non, jamais. Je la regarde, je l'écoute, mais je vais l'analyser, puis je vais lui demander « What's up? » Tu sais, non. Mais éventuellement, peut-être. Ça se peut que ça soit quelque chose, un défi pour moi, pour En même temps, 100%, personnel. c'est comme... Ça laisse pas de place à la flexibilité. Ouais, c'est ça.
Exact. aux Je opinions serais des désagréable. autres. Ben, c'est ça, ouais. Je serais comme, mon intuition a décidé qu'on fait ça. C'est comme, pourquoi? Et je veux me faire challenger. Mm-hmm. Tu sais, il faut jamais que tu abandonnes. Il faut jamais que tu fermes la porte à être challengé. Honnêtement, se faire dire non, là, c'est la meilleure affaire. Puis je me suis fait dire non en esti. Depuis le début, tu sais, toutes les erreurs possibles dans l'entrepreneuriat, je pense que je les ai faites. Mm-hmm. Puis ce qui fait justement que mon intuition est bonne, c'est que j'ai tout le temps été capable de rebound. Tout le temps. Puis moi, mon but, c'est d'être là. C'est la consistance. C'est de tout le temps être là. Puis tu sais, si on reparle à l'Infinite Player, du livre de... Je ne me rappelle pas comment il s'appelle. Comme mon premier réflexe, c'est Tucker Carlson, mais c'est clairement pas Tucker Carlson, Non, là, parce que attends c'est un un animateur à Fox, mais Phil, vous le dire. Finite and Infinite Games. Il me semble qu'il y a un Tucker ou un Carlson quelque part. Bref. Il est multicolore, le livre. Blanc et multicolore. Ouais. Puis c'est ça, tu sais, le concept, il va nous trouver ça. Phil? Il va nous dire ça. Ça va être malade. Ok, le Wi-Fi a la misère. C'est mon Wi-Fi. Joke. Mais oui, en fait, le concept de ça, tu sais, c'est que ça change ton mindset, là, 100%. Puis honnêtement, tout ce que je dis depuis le début, c'est par rapport à ça. C'est que justement, on vit dans une espèce de société, whatever, que tout ce que tu fais, il y a une ligne d'arrivée. Puis à la ligne d'arrivée, tu sais, on commence quelque chose. Là. On commence le meeting-là, on jase, on fait un podcast. Il y a un début puis il y a une fin. Puis à la fin, quand tu es en compétition, dans le monde de la compétition ou dans l'entrepreneuriat ou whatever, il y a un gagnant, il y a un perdant. Tu sais. Mais dans ce mindset-là, c'est Infinite Player, c'est qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée. Fait qu'il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Tu joues, entre guillemets, si on utilise le player, pour jouer, pour continuer à jouer. Fait que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que justement dans l'entrepreneuriat, qu'il y a tout le temps, OK, le but, c'est de faire du profit, le but, c'est de vendre mon entreprise dans 5 ans à tel montant. Là, il n'y en a plus. Le but, c'est d'être en business. Je comprends. Fait que chaque défi, une fois que tu l'atteins, t'es content. T'es comme, c'est quoi le prochain? Ouais. Qu'est-ce qui s'en vient après? Comment, tu sais, la dernière version de notre site web, on est super stoked. Moi, je me dis, j'ai hâte de voir la prochaine. Fait que c'est tout le temps de continuer. Fait qu'en ayant ce mindset-là de Infinite Game, dans le sens où je joue pour jouer, on est en business pour faire de la business, mais on n'est pas sur le même niveau que les autres par rapport à ce qu'on fait. Fait que c'est vraiment ce qui me drive au quotidien. Je comprends. Fait que, ouais. Tu mentionnais des emplois heureux. Quelque chose qui est impressionnant par C'est beau, c'est que de un, l'espace ici est sublime. T'as-tu le James Cars? James Cares. Ouais. Nice. En plus, il fait des visuels, c'est insane. C'est fou, man. La typo était Ah, il y a belle qu'il a plusieurs pris. auteurs. Ouais, c'est une belle typo. Ouais, c'est ça. Il y a Simon Sinek qui l'a repris, mais Ouais, c'est ça. c'est lui à l'origine. Puis non seulement l'espace ici est magnifique, puis c'est fun de venir ici, mais pour elle, c'est hallucinant. J'ai rarement vu des entreprises que tous les employés sont heureux. Tous les employés... On sait pas, là. Non, c'est pas j'assume. Puis les employés qui restent plus tard parce qu'ils le veulent, pas parce qu'ils sont forcés, parce qu'ils trouvent un plaisir. Juste l'exemple de Cam, qui est ici depuis tellement longtemps. Tu sais, c'est rare des personnes... Shout out Camille Blackbird. Ouais, shout out à Camille. C'est rare des personnes qui, comme de cet âge-là qui restent aussi longtemps dans une entreprise. C'est quoi... Comment développer une culture d'entreprise comme ça? Que les gens se sentent libres, heureux. C'était quoi ton approche ou des trucs? Ben, tu sais, justement, ça semble ésotérique, là, l'intuition. Mais, tu sais, quand on a commencé, justement, Camille, c'était notre stagiaire, qu'on était sur Mont-Royal, puis moi, je faisais la caisse. Tu catches? Fait que j'ai pas eu de playbook qui dit voici comment introduire des employés, comment les garder pour qu'ils soient heureux puis rester plus tard quand tu vas être dans un beau bureau de 8000 pieds carrés. Mais on a tout le temps été fidèles à nous, tu sais, à notre vision, puis à ce qu'on fait. Fait que ça, j'ai l'impression que les gens le sentent. Fait que, tu sais, autant quand on a... c'est qu'on a des moments d'incertitude et tout, mais autant qu'on a des victoires, les gens sont au courant, ils n'ont pas de surprise, entre guillemets, parce qu'on est transparent. C'est pas comme s'il y avait un niveau plus haut des dirigeants qui sont comme, OK, vous êtes nos employés, on attend juste que vous fassiez des choses. Nous, ils font partie du quotidien parce qu'à la base, ils faisaient partie du quotidien. On était dans le magasin sur Montréal de 900 pieds carrés, tout le monde ensemble. T'es sur un tattoo shop. Comment?
Ben, sur Beaubien, c'est rendu un tattoo shop. Ouais, exactement. Aussi après Beaubien. Fait que, tu sais, ça a été... C'est très intuitif de la façon qu'on a onboardé, on va dire, l'équipe. Mais aujourd'hui, honnêtement, c'est qu'on a tout le temps... On n'a pas lâché nos valeurs de la transparence, d'être vrai, puis de prioriser l'humain avant... comment je pourrais dire ça? Avant le profit? Oui. Avant ce qu'on attend de lui en termes de travail. Tu sais, avant le profit, effectivement. Ouais. Puis ça rapporte. Tu sais, autant que ça a l'air weird de dire ça d'un point de vue capitaliste, de dire je te traite bien parce que ça va me rapporter, mais c'est que c'est vrai. Tu sais, on est mieux aujourd'hui, on travaille beaucoup pour avoir une équipe très lean, tu sais, avoir vraiment... Qu'est-ce que tu veux dire par lean? Avoir moins d'employés, entre guillemets, pas pour moins moins engagés, mais moins engagés de façon... tu sais, dans la croissance, souvent les entrepreneurs oublient un petit peu l'humain. Ils sont comme, j'ai besoin de remplir toutes ces tasks-là, on engage. Mais après ça, tout le monde est laissé un peu à lui-même. Tandis que nous, qu'est-ce qu'on aime mieux faire, c'est d'avoir moins de personnes, vraiment de mettre plus d'efforts sur la qualité de vie, tout le monde, le télétravail, d'avoir les gens ont la liberté, là, ils se sentent pas pris à comme, faut que je reste ici parce que sinon quelqu'un va me regarder croche, je m'en vais chez nous travailler. On veut vraiment que la qualité de vie des gens soit au cœur de l'entreprise, puis on espère que ça va nous revenir. Puis ça revient. Généralement, les gens sont passionnés de notre mission, puis ils comprennent où est-ce qu'on s'en va. Ils comprennent ce qu'on change au quotidien aussi dans l'habitude des gens. Là. Je veux dire, des t-shirts faits. Tu sais, on a quand même une mission, puis quelque chose qui est intrinsèque à l'ADN de la business. Puis les gens la comprennent. Là. Ouais. C'est un peu comme le Dalai Lama qui disait que c'est quoi le but d'être heureux? Tu me compares ça au Dalai Lama. Ouais. Nice. il dit, c'est comme, ça peut être, on peut se demander la question, en fait, on peut se dire que la quête du bonheur est égoïste, mais une fois que tu comprends qu'une fois que tu es heureux, ça va juste déborder sur d'autres. C'est un peu dans la même optique, tu sais. Wow. C'est vrai. C'est une fois que tu es heureux, tu veux juste que les autres alentour de toi sourient plus. Exact. Fait que c'est un peu dans la même logique. Ouais, j'avais jamais entendu ça. Ouais. C'est un plan pour la prochaine saison. Il y a un vinyle, que ça soit écrit ça à la place des cadres. Mais oui, exactement. C'est vrai. Exact. Parce qu'une fois que tu es heureux, ton ego prend moins de place, fait que tu veux juste partager ça. Puis... Exact. De façon naïve, nous autres, c'est que ça nous a rapporté, entre guillemets, parce que on care vraiment. On a vraiment ça à cœur, là, le bien-être des gens autour de nous avec qui on travaille. Puis comme tu as dit, effectivement, je l'avais jamais remarqué, en fait. Tu sais, des fois, tu venais pour des meetings, puis t'es comme, hey, les gens, ils restent plus tard, ou il y en a des fois, ils partent, on part tôt, là. Ouais. Mais en général, c'est rare que tu vois des gens qui sont down sur ce qu'ils font mais dans leur quotidien. Ils sont tous menottés à leur bureau, fait que ça l'aide, là, mais... Ah, t'as vu les chaînes? Ça, c'est pas le teaser, ça. Parlons des valeurs de l'écologie. Ouais. C'est un point qu'on a en commun. On est très soucieux de l'environnement. Est-ce que c'est difficile de rendre une entreprise écologique? Start-moi pas là-dessus. Oui, c'est difficile. Ben, c'est pas... Oui, excuse. C'est pas vrai que c'est difficile. OK? Je viens de me contredire en une phrase. C'est pas difficile, OK? Mais c'est facile de faire comme si... Le chemin facile. C'est facile de faire le chemin facile qui n'est pas écologique. Ouais, exactement. Fait que, tu sais, ma position par rapport à ça, c'est tellement tough parce que depuis le début, on n'a jamais accepté autre chose que le fait local. T'sais, on part de là. C'est ça notre mission d'entreprise. On n'aurait pas pu switcher entre les deux en faisant ouais, finalement, ça va être le Bangladesh. Tu sais. Fait que, tu sais, ouais, il y a tellement de ressources, il y a tellement de savoir-faire. Si on parle de savoir-faire, il y en a partout au Québec, au Canada, etc. Puis, tu sais, il y a eu la mondialisation qui a fait qu'il y a eu énormément de business qui sont partis outre-mer pour des raisons de coûts, de main-d'œuvre, etc. C'est normal. Mais si tu veux vraiment partir d'une business ici, 100% local, 100% écologique, entre guillemets, c'est faisable. Là. Honnêtement, il faut être créatif, mais c'est faisable. Ce qui fait chier, par contre, là-dedans, ça, c'est l'autre côté de la médaille, c'est qu'il y a des business qui font absolument pas ça, qui utilisent les mêmes codes que les business qui le font. Qu'est-ce que tu veux dire par code? Les codes... fabriqué ici, designé, non pas fabriqué, designé au Canada, designé au Québec, studio du Myland,
etc., etc. Puis ça fait ça fait en sorte que les gens, ils mettent dans le même panier des business d'un commerce fucking nocif avec des business vraiment d'ici qui ont deux réalités 80 à 100%, 100% différentes. La main-d'œuvre, le coût, etc. Fait que ça rend ça encore plus tough pour les gens, les business d'ici. Fait que ça décourage un petit peu, ça scrape l'économie locale. Ça fait en sorte que ça décourage un petit peu. En fait, c'est que ça renforce l'illusion des consommateurs qu'un tu sais, moi, je prends les t-shirts en exemple parce que c'est ce qu'on fait au quotidien. Ouais. Mais qu'un t-shirt qui coûte 10-15$, c'est normal. C'est pas normal. Ouais. Tu catches? Fait que ça tape sur le clou de hey, c'est bien cher à acheter local. Mais c'est pas cher à acheter local quand tu y penses. Oui, au quotidien, pour monsieur, madame, tout le monde, ça va être 5-10$ de plus, OK? Mais est-ce que je n'ai besoin de 4? Parce qu'on nous cache le fait que quand tu achètes quelque chose fait vraiment dans un commerce où est-ce que c'est sketch, sais-tu? Ouais. Il va falloir que tu le remplaces. Mais ça, tu le sais pas quand tu l'achètes. Fait que t'es quand même, moi, j'ai pas les moyens de m'acheter telle chose à tel montant, mais je peux me permettre l'autre à côté. Mais tu te réalises pas que tu l'as acheté 4 fois, l'autre truc à côté moins cher. Imagine s'ils obligeaient de mettre la durée de vie moyenne du produit. Exact. Imagine... L'obsolescence programmée, s'il était écrit sur les choses, là. Ouais. Parce que je tiens à dire, c'est beau, il est rendu carboneutre. Carbonégatif. Vous êtes officiellement carbonégatif. Ouais, ce qu'on veut faire, OK, parenthèse, on veut acheter on veut compenser les émissions de gaz à effet de serre de nos compétiteurs ou des gens de notre secteur. Fait qu'on a officiellement, depuis 2021, on est carboneutre. Puis c'est facile d'être carboneutre quand c'est fait local. Ben c'est ça. Parce que ça coûte pas... Hey, honnêtement, là, fun fact, là, ça a coûté 2000$ de compenser tous nos gaz à effet de serre, de tout notre propre, des transports, de tout en 2022. Mais je pense que c'est aussi... Parce qu'on fait nos shit ici. Ouais, mais je trouve que c'est aussi le will de faire plein de petites choses, dont payer le transport en commun pour ses employés, dont utiliser la livraison en vélo. Ouais. C'est comme, il faut un will, c'est pas seulement une question d'argent. Non, c'est sûr. Mais quand t'es drivé, puis ta vision, c'est de faire mieux qu'hier, c'est même pas une question. Tu te dis même pas c'est quoi l'autre option qui va me coûter moins cher. Mm-hmm. C'est comme c'est ça, puis comment on fait pour rentabiliser ça? Mm-hmm. Tu te dis pas on va prendre l'option la plus facile. Fuck l'option la plus facile. Ça, c'est... Si l'option était la plus facile, je serais en ce moment... je sais pas, si je vendrais des... The Wolf of Wall Street. Ouais, exact. Des pink slips. Ouais, ça serait un autre game, mais on fait les choses... En fait, je ferais pas ce que je fais, parce que... Ouais. Mais c'est ça, c'est beau et très drivé par les valeurs, je pense. Ouais. Les gens le réalisent... Bah, tant mieux, on s'en fout, là, s'ils le réalisent pas. Mais oui, c'est vraiment comme... Mais j'aime ça que vous criez sur les toits que vous êtes carbonégatif. Mais je veux pas. C'est ça l'affaire. C'est que je veux pas faire ça. Puis je me fais souvent challenger par des mentors, par des investisseurs. Ouais. Pourquoi vous êtes pas certifié B Corp? Fuck B Corp. Je veux pas mettre du bon ado, mais c'est ça qui... Tu sais, toutes les ce que tu peux... comment on appelle ça? Pas une appellation, là, mais des... Appellation contrôlée. Ouais, désignation. Ouais, des titres. Ouais, label, titres. Ouais. C'est exemple... Certification. Des certifications. Wow, on a cherché loin. Santé, mon gars. Santé. Certification. Des certifications comme ça, c'est que aujourd'hui, ça veut plus dire grand-chose, dans le sens où si Frank Oak, puis là, je parle de Frank Oak, j'admire cette entreprise-là quand elle était à Montréal. Là, ça a été vendu. Ah ouais, mais si... Ouais. Quand ça? Ça fait, je pense, 2 ans. Je me trompe, 2 ou 3 ans. Le temps passe vite, fait que je suis plus sûr. Quelle entreprise, sais-tu? C'est un groupe américain, je me trompe pas, qui vend beaucoup en Asie, etc. Faudrait vérifier, je suis pas sûr. Mais tout ça pour dire que si, exemple, un Frank Oak qui produit 100% en Asie, 100% dans un commerce extérieur, ils ont quelques capsules faites ici, mais ça compte pas vraiment quand c'est comme en bas de 2% de ton chiffre d'affaires. Si eux peuvent être certifiés, justement, comment on appelle ça? Je parle mes mots. B Corp? Ouais, B Corp. Si tu peux être certifié B Corp, moi, ça m'intéresse pas d'être certifié B Corp, là, dans le sens où les gens vont nous mettre dans le même bateau comme si Frank Oak
avait la même assiduité puis la même rigueur dans son processus de fabrication. Tu comprends? Fait que ces espèces de certifications-là, ça vient vraiment... On rentre vraiment dans le gros greenwashing. Ouais. Où est-ce que tu perds confiance un petit peu même au système qui dit « Hey, va chercher cette certification-là. » Puis même quand nous, on veut, exemple, aller chercher du financement parce qu'on veut investir justement dans notre business, ils nous disent « Est-ce que vous êtes certifié? Telle chose. » Puis on est comme « Non. » Parce qu'on trouve que ça donne rien du tout. Tu sais, dans le sens, les certifications, c'est une chose. Les actions au quotidien, puis dans les choix que tu fais, c'en a un autre. Puis nous autres, on veut vraiment focusser sur les actions. Puis est-ce que les institutions comprennent? Oui, quand tu leur expliques. Honnêtement, ça, je trouve ça nice. OK. Parce qu'ils comprennent. Tu sais, tu leur dis... Quand tu leur apprends justement que quelqu'un qui a de l'argent... puis qu'il y a un team de 10 personnes, 20 personnes qui vont travailler sur le dossier devenir B Corp, qui sont capables, n'importe quel business, OK, qui a de l'argent, va être capable de devenir B Corp éventuellement. Mais c'est juste le fait puis en plus, tu sais, ça fait longtemps qu'on collabore ensemble. J'ai seulement découvert au mois de janvier que vous étiez carbone neutre. Puis là, tu dis que vous êtes carbone négatif. On n'en a pas parlé. Ben c'est ça. Mais je comprends ton point de ne pas le partager. Mais en même temps... Parce qu'il faut... Dans ma tête, c'est la norme. Fait que c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Puis vu qu'on est sur le long run, tu sais, nous, on est là pour être là, pour continuer à saison après saison. C'est beau et là. Mais si je te dis que... Éventuellement, on va être comme, hey, by the way, ça fait comme 10 ans qu'on fait les choses bien. Mais si... Je comprends, mais si je te dis qu'il y a plus de... Si les gens savaient, ils adhéreraient plus à C'est beau et donc ça contribuerait à l'écologie directement. Tu penses qu'il y a un impact direct sur... Ben moi, pourrais de savoir une entreprise carbone négative, surtout carbone négatif, je suis comme, wow, clairement, 200%, je vais mettre mon argent là-dedans. Mm-hmm. Je te laisse sur... Je veux pas que tu répondes, mais je te laisse sur cette pensée-là. Ouais. Puis, ouais. Je veux que tu nous expliques deux choses, puis je veux que tu choisisses l'ordre dans lequel en parler, mais le concept du rayon de kilomètres, puis le dernier 5%. Mm-hmm. Parce que je sais pas quel tu vas aborder avant, fait que je te laisse nous parler de ça parce que je trouve que c'est deux concepts importants. On va y aller rayon. OK. Vas-y. C'est quoi le concept du rayon? Le concept du rayon. Mais c'est un concept simple, mais je veux que... Ouais, c'est super simple en fait, mais c'est juste que, tu sais, nous, au début, on était très brandé fait au Québec. OK? Puis on a réalisé un certain moment que, tu sais, les frontières, ils font en sorte un petit peu que notre jugement est altéré. Dans le sens où on est plus proche des States qu'on est plus proche de Saguenay. Tu comprends? Fait que quand on dit on vend juste au Québec, on est juste fait au Québec, cool. Mais en termes de gaz à effet de serre pour livrer, approvisionner, whatever, c'est plus local de vendre à Burlington que de vendre au Saguenay. J'avais jamais pensé à ça. Tu catches? Fait que c'est pour ça qu'on est venu un petit peu, ben pas un petit peu, on est venu avec le raisonnement que nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment un rayon autour de nous. C'est qu'on veut que les gens qui produisent nos produits vivent dans le même écosystème, on va dire, que les gens qui le consomment, qui le portent. Fait que c'est un petit peu ça notre réflexion, c'est qu'on veut que dans un rayon de 1000 km, la personne qui crée le produit ait les mêmes chances dans la vie, entre guillemets, les mêmes prix du quotidien que la personne qui va acheter le produit. Fait que c'est ça. C'est notre engagement. Fait que c'est d'être local, mais outre le fait de fait au Canada, fait au Québec, c'est vraiment dans un rayon. Puis de plus en plus, on va axer. Puis on n'en parle pas beaucoup. Comme tu dis, on est très low-key. Mais on va axer un petit peu plus là-dessus parce qu'on pense que c'est vraiment important. Tu sais, tu peux acheter un produit des États-Unis puis pas te sentir mal en disant « Oh mon Dieu, les États-Unis ». Est-ce que tu trouves que ça te limite à expand dans l'Ouest? L'expansion. Ouais, l'expansion dans, mettons, Manitoba. Au contraire. Ouais. Dans un rayon de 1000 km, tu te rends à New York, tu te rends à Toronto. Ouais, mais mettons Alberta, Colombie-Britannique. Il y a combien? 4 personnes là-bas? C'est vraiment méchant. Non. Mais dans le sens où, dans un rayon de 1000 km, là, t'as quasiment 60 millions de personnes. Mais Parce qu'on est sur la côte Est. Fait que la côte Est américaine, la côte Est canadienne, c'est insane le bassin de gens que t'as. Ça vaut plus la peine business-wise que d'aller investir pour aller dans l'Ouest canadien où est-ce qu'il y a vraiment moins de monde. Puis, éventuellement, c'est que si on veut aller là-bas puis on veut être fidèle à notre modèle d'affaires puis notre philosophie, on va aller voir des manufactures là-bas pour produire tous nos produits qui vont être vendus là-bas
Ouais. là-bas. Ouais. Sinon, ça ferait pas de sens. Ouais. Raphaël, 5 ans. Écoute ça. Mais le dernier 5%? Dernier 5%, ça, c'est notre quête de perfection. Parce que 95%. Parce que, en fait, tu peux pas produire du coton ici, puis notre t-shirt est fait en coton. On a trouvé une solution qui, je vais te dire après, mais notre point, c'était, on est tout assemblé ici, notre coton vient d'ailleurs, of course, parce que la température fait en sorte qu'on n'a pas de coton qui pousse. Mais, il est assemblé ici, dans le sens où même le coton arrive dans la matière première, il est tissé, il est teint, tout est fait ici. Mais le petit 5%, parce que, pourquoi 5%? C'est qu'il y a 20 étapes qu'on a comme breakdown pour faire un t-shirt. Puis une des 20 étapes était pousser la matière première, qui était le champ. Fait que là, on s'est dit comment... Le champ, ouais. Fait que si on veut du champ à la garde-robe, il faut passer par ces 20 étapes-là, puis la première, c'est le champ. Fait que si on veut rapporter le champ le plus proche possible, qu'est-ce qu'on fait? T'sais, y a-tu des fibres au Québec pour dire on est vraiment du champ garde-robe fait ici? Puis là, on a trouvé le chanvre. T'sais, on s'est dit, OK, il y a le chanvre. Il y a l'asclépiade ici, c'est une plante. Puis il y a une couple d'options. Puis on a voulu faire une espèce de web-série documentaire pour aller explorer ça, justement, là, ces options-là. Pourquoi ils ne sont pas plus utilisées? What's up avec ces plantes-là? Pourquoi le coton? Puis il y a des pays, en plus, là, le chanvre, ils l'exploitent d'une façon incroyable. Le sud des États-Unis, en Asie aussi. Pourquoi ici, on n'y a pas accès? En plus, le chanvre pousse, c'est de la mauvaise herbe au Canada. Là. Ouais. On en a partout. C'est easy à grow. Là. Easy. Ça prend de l'eau. On en a dessus? Oui. Mm-hmm. Par contre, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que... Puis là, on veut sortir un documentaire. Fait que je peux pas tout dire par rapport à ça, mais on veut vraiment aller au fond des choses par rapport à les matières premières alternatives. Puis au Québec, ce qu'on s'est rendu compte, puis au Canada, c'est que c'est extrêmement dur de transformer la matière première parce que ça prend des infrastructures. Ces infrastructures-là sont pas accessibles actuellement. Ça prendrait des subventions, ça prendrait des investissements du gouvernement, ça prendrait vraiment un stimuli, on va dire, gouvernemental pour mettre ça en place, puis on pourrait compétitionner le monde entier. Puis le chanvre, ce qu'on peut faire avec ça, c'est pas juste des t-shirts, là. Ouais, c'est beaucoup de choses. Hey, des savons, pas des savons, mais des produits pour les animaux, tout peut être... En fait, on bénéficierait d'utiliser cette chose-là dans notre culture du quotidien. C'est insane. L'économie en serait... grandement. Imagine si l'annonce d'aujourd'hui sur les batteries, le plus gros investissement privé de l'histoire du Québec, à Bécancour. Imagine si c'était pour le chanvre, comme des milliards pour le chanvre. Personne ne va investir des milliards. Non, je sais. Imagine si c'était ça. Ça serait fou, les gens ne se doutent même pas de tout ce qui pourrait en ressortir. De toutes les... Tu sais, cash-wise, là. Je parle pas juste de comme « Ah, c'est beau ». Pas c'est beau la business, mais c'est beau cet investissement, on se sent bien avec nous-mêmes. Non, il y aurait des profits parce que c'est... Ouais. Tu as vu au fil des années que, depuis que C'est Beau existe, une évolution des tendances du retail. Clairement, tu n'avais pas de retail, t'étais web, vous étiez web seulement. Devenu retail, 3 succursales. Maintenant, les temps changent, la pandémie. Ouais. C'est quoi le futur du magasinage, selon toi? Le futur du magasinage... On dirait que c'est comme un petit peu la mode, ça revient aux 20 ans. Fait que j'ai l'impression que le retail a eu un gros crise de creux, puis qu'il revient. Tu sais, t'as pas le choix d'avoir une expérience physique. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, en fait, il revient depuis quand? Depuis peut-être 2-3 ans. Tu sais, les flagship stores, 2-3 ans. Il y a eu la pandémie, là, on s'entend qu'on pouvait pas trop. Mais il y avait quand même déjà un intérêt pour revenir en personne. Fait que, tu sais, nous, justement ici, là, dans nos bureaux, on est 100% en ligne. On a fermé tous nos magasins physiques. On est 100% en ligne. On est très bien avec ça. Mais on s'est quand même dit, hey, dans nos bureaux, pourquoi pas inviter les gens à venir voir? Fait qu'on va avoir un espace de, je pense, c'est 1500 ou 2000 pieds carrés. Showroom ouvert 2 jours semaine aussi pour le magasinage. Pour faire vivre un petit peu la culture de l'entreprise, pour que les gens voient le back-end. Mais les gens, ils veulent se déplacer, tu sais. Puis c'est pour ça la raison première, en fait, pourquoi on a parti le magasin sur Mont-Royal à la base, c'est qu'on avait notre bureau sur Partenay,
que tu parlais tantôt, qui était les immeubles Grover. Puis c'était moi et mon ancien partner, Oli. On était dans, je pense, 600 pieds carrés, on était en chess. Parce que l'été, il faisait genre 50 degrés. Il y avait le soleil qui tapait mur à mur, genre de 9h le matin à 5h le soir. Fait qu'on avait nos commandes en ligne, on avait 3-4 bibliothèques. Il faisait chaud. On envoyait ça, puis de plus en plus, on voyait du monde se pointer, cogner à la porte, puis on était comme « What's up? Qu'est-ce que tu veux? » Puis la personne était comme « Ben, j'ai vu sur ma commande l'adresse, fait que je peux-tu voir? Je peux-tu acheter de quoi pour ma mère, pour un cadeau, whatever? » On était comme « Bah, tu peux rentrer. » De plus en plus, ça arrivait souvent. Puis là, on était comme « On n'est pas présentable. Il fait 50 degrés, on saute dans le chest. Là, ça n'a pas rapport. » Mais c'est là que tu vois que les gens, ils achètent en ligne quasiment à cette heure en premier pour ensuite aller, tu sais, tenter le terrain. Avant, c'était complètement l'inverse. Ils allaient dans des magasins qui sont habitués, ils faisaient « Ah, c'est une commodité, acheter en ligne, ça veut dire que j'ai plus besoin d'y aller. » Là, à cette heure, c'est « Oh, j'achète en ligne parce que c'est de la commodité à cette heure, c'est de le recevoir chez eux. Ouais. Mais quand je suis down, je vais en personne. S'il n'y a pas de place en personne, c'est plate. Il faut une place pour vivre l'expérience. Matériellement l'expérience. Ouais. Fait que je pense que ça va revenir justement le commerce. C'est quoi ton plus gros défi maintenant ou à venir prochainement en tant qu'entreprise? Pour nous, c'est que on s'est fixé des gros objectifs de vie. Comme on s'est dit tantôt. Être milliardaire dans 2 ans? Non, aller dans l'espace. Ben, pour moi personnellement, mais pour la business aussi. T'sais. Je veux que les t-shirts de la station internationale, ça soit des c'est beau. Tu comprends? T'as une blague à la NASA maintenant. Oh yeah! Je suis down. Fait que, tu sais, c'est des gros objectifs. Mais pour se rendre là, c'est que nous, il faut qu'on soit capable justement de scaler pour être le plus facilement accessible à le plus de gens possible en gardant nos valeurs de petite entreprise. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment notre défi. Puis c'est de s'entourer des bonnes personnes qui ont cette vision-là dans le côté manufacturing, on s'est bien entouré. Fait que je suis vraiment pas inquiet, mais c'est vraiment ça le défi des prochaines années. Puis, ouais. C'est quoi des marques qui t'inspirent? Les marques qui m'inspirent? Ouais. Écoute, je vais faire du name dropping. Vas-y. Altitude Sport. That's it. Nos voisins. Ils sont, en fait, on est dedans. On est, Altitude Sport, service client. On a un petit peu le même track record dans le sens où il y avait un magasin sur Saint-Denis, je me trompe pas. Petit retail store. On commence en ligne. Ils ont tout opéré du magasin. Nous autres, on était sur Mont-Royal. Ils ont de l'avance, on s'entend, une couple de dizaines d'années, mais c'est fou. Mais ils ont tout le temps été tellement bons dans ce qu'ils font, dans le service client. Ils ont tout le temps été fidèles à ce qu'ils avaient seté comme valeur, comme les gens les promesse adorent. Comme les gens, mes amis qui sont vraiment pas dans le milieu entrepreneurial ou... Ouais, ils respectent. Ils respectent, adorent le service... Mais tout. Autant les clients, etc., qu'il y a du bon dans le milieu des affaires. Fait que c'est ça que je trouve tellement inspirant. Là. Mais sinon, toutes les brands montréalais, Essence, sérieux, c'est énorme, c'est mondial. C'est crazy, mais ils sont dans Chabanel. C'est Saint-Laurent, c'est montréalais, c'est une scène. Là. On est vraiment des années 80. Montréal était une plaque tournante justement de la mode, entre guillemets. Là. C'est pour ça le quartier de la mode. Puis je pense que, American Apparel, on veut devenir American Apparel du fait au Canada. Ouais. À part Dove, qui est le fondateur un peu sketch, je suis pas sketch. Ouais. Je suis sketch, comme tu as dit, de par contre. Mais, le gars vient de Montréal. Gildan, ça vient de Montréal. Ouais. C'est vrai, hein? Les gens... Tu commençais dans les années 80 aussi? Ouais, tu peux avancer, je me trompe pas. Ils sont rendus à la bourse. Ah oui. Je savais pas qu'ils étaient à la bourse. C'est le brand de t-shirt partout sur la planète qui est le plus comme reconnu, exact. Famille de Montréal. Je veux dire, on a vraiment de quoi entre les mains là, qui est dans le textile, qu'il faut qu'on exploite. On a des relations à faire. Il faut qu'on mette des gens en contact pour entretenir ça puis devenir un des piliers. Continuer d'être un pilier de la mode éco-responsable, mais fait ici, tu sais. Ouais. Je change de sujet là, complètement. Parce que le Québec, c'est les saisons. C'est quoi ta saison préférée? Saison préférée de ton livre? Non. Ah, excuse. Dans la vie. Dans la vie? Hey, je sais pas, man. Ça change constamment. Mais mettons, aujourd'hui? Aujourd'hui, ce serait l'automne. Parce qu'on est l'automne. Non, mais comme si ça serait vraiment l'automne. Mais c'est vrai. Ouais? Pourquoi? Ou petit hoodie, smooth,
Ouais. On est bien. T'es revigoré ton été. Ouais. T'as eu du soleil. Tu reprends ton souffle. Un petit peu. T'es bronzé. Ouais, t'as moins de choses à faire dans le sens où là, il y a moins de pique-nique, il y a moins de fêtes, whatever. Mais t'as eu du soleil, t'es ressourcé. Là, tu sais que ça va être plus smooth. Ouais. Là, t'es pas encore déprimé. Parce que Ouais, c'est pas encore c'est l'hiver. Fait que t'es juste dans un sweet spot. Puis en novembre, Ouais. il pleut. Là, t'es bien. Là, on est en octobre en ce moment, pour nous. Là. Pas ceux qui écoutent. Septembre. Septembre, excuse. Ouais. Octobre la semaine prochaine. Mais ouais, c'est ça. C'est fou, tantôt, ce matin, j'ai ouvert mon rideau d'appart. Puis je suis comme, ouais, ça fait longtemps qu'il y a eu de la pluie. Hein? On a fait comme une run de genre 10 jours de pur soleil. Ouais, même pas puis de cet été, nuages. c'était de la scrap. Ben c'est ça, c'était un shit show cet été. Ouais. Ben un shit show qui va continuer à être un shit show. Oui, ça, on n'a pas fini. Là. On n'a pas fini, on est non, dans non, non, ça achève. Je sais que pendant longtemps, tu avais la misère à avoir une vie balancée. Ouais. Je pense que c'est encore une quête de ta part. Tellement. Mais tu sembles te reposer de plus en plus. Ouais. Où vas-tu te reposer? L'astronomie. Ça, ouais. Non, mais c'est de trouver des hobbies qui sont pas le travail. Puis ça fait pas longtemps que je me suis permis d'avoir ça parce qu'avant, tant aussi longtemps que je sentais que les gens autour de moi dans ma business, whatever, étaient pas bien, c'est pas ça que je veux dire, mais qu'on n'était pas comme stable, je pouvais pas penser à autre chose. Fait que je me chicanais quasiment moi-même de prendre du repos ou de penser à d'autres hobbies, whatever. Mais depuis un bout, là, justement, j'ai été capable, avec cette espèce d'acharnement-là, de trouver une espèce de sweet spot où est-ce qu'on est bien, puis c'est grâce à l'équipe aussi qu'on a mis en place et tout, là, c'est sûr. Mais là, je me permets un petit peu plus. Comme l'année passée, j'ai été 2 fois au Portugal en voyage, mais c'est la première fois, je pense, depuis genre 10 ans. Je t'avais jamais vu en voyage avant ça. Non, exact. Puis là, je suis comme, Sinon, après ça, télescope, je tripe sur l'astronomie. C'est ma prochaine thématique, c'est l'astronomie. Fait que vas-y, Arden. Non, mais tu poses des questions. Puis c'est ça. Fait que là, j'ai sauté à pieds joints là-dedans. Je me suis acheté un télescope que je magasinais depuis des années. Puis là, ouais. Puis là, je trippe là-dessus. Honnêtement, on dirait que ça me décroche comme 100%. Puis comment ça décroche? Comme c'est quoi les activités reliées à l'astronomie pour toi? Qui font décrocher? Parce que on s'entend que comme regarder dans un télescope, tu fais pas ça 12 heures. Non. Fait que, mettons, pour que ça décroche, c'est que ça doit quand même occuper une part importante de ton temps. Comment? Ben, c'est le processus. Tu sais, comme n'importe quoi. Puis j'ai l'impression que j'apporte la même rigueur à ce que j'ai seté comme façon de travailler pour C'est Beau à tous mes autres projets. Ce qui fait en sorte que, mettons, j'ai eu le télescope, je me suis dit, OK, il faut que j'apprenne à le comprendre, à l'utiliser. Après ça, OK, le ciel, comment repérer ce que je veux voir. Tu sais, mon objectif, c'est quoi? C'est de voir Saturne ce soir de telle façon, puis de la suivre. OK, parfait. Bon, mon outil, est-ce que je suis capable de le maîtriser pour faire ça? Fait que c'est toute l'espèce de process. C'est pas juste checker dans la lentille. Parce qu'au final, si tu déballes le télescope, tu as une lentille, tu vois fuck all si tu le connais pas. Là. Fait que c'est vraiment tout le... C'est relaxant d'apprendre une nouvelle discipline, si je peux appeler ça une discipline, l'astronomie amateur. Puis, hey, je trippe, mon gars, là, c'est une scène. Puis j'ai apporté, vu que chez nous, j'ai des chats, tu peux pas avoir un télescope monté. Les chats, c'est un arbre à chat dans leur tête, là, fait qu'ils te le collent sa tête. Non, oui, c'est pour ça qu'il est ici. Ouais, c'est pour ça qu'il est ici. Fait qu'il est devant mon bureau. Puis là, hier, je pense, c'est la première fois que le ciel est correct. Fait que là, il y a la lune qui se pointe. J'ai comme, oh shit! Fait que là, j'ai appelé Léonie qui est dans notre bureau à côté. J'ai comme, viens voir. Mais c'est insane. Ça te met... Ça te propulse... Tout ton quotidien, tu l'oublies. T'sais. Juste la lune hier, il y avait un petit fil de nuages. On a zoomé là-dessus. J'ai un oculaire. Parce qu'un télescope... C'est quoi un oculaire? C'est une lentille. OK. Un télescope, au final, ça a l'air impressionnant. C'est un gros tube. Au final, c'est un tube avec un miroir. That's it. Comme une caméra. Ouais, ça fait juste capturer des photos. That's it. Mais dépendamment de la lentille que tu mets, comme une caméra, c'est la même. D'enfant, on pourrait faire des analogies toute la nuit là-dessus. C'est ça qui fait en sorte que tu vois plus proche, moins proche, whatever. Puis j'en ai une de 15 mm qui rapproche de 50, puis une de 3 qui rapproche de 250. Fait qu'hier, je mets la 250, tu vois la lune, mais tellement que tu es zoomé dedans, ta voix bouger en comme 2 secondes. Oh, wow. Fait qu'il faut tout le temps que tu bouges des manettes pour la suivre, parce que sinon, tu la suis pas. Puis quand tu regardes,
Elle bouge pas. Fait que là, juste Léonie, première chose qu'elle me dit, elle dit mais voyons, pourquoi elle s'en va? C'est sur le télescope qui chie. Non, pas pantoute. C'est que t'es tellement proche que ça bouge. Fait que ça te remet en perspective tellement de choses. C'est là que tu vois le mouvement de la Terre. Ouais. C'est fou. Ça te drop, ça te cloue les pieds sur Terre. Là. Puis ça, c'est relaxant. Puis comment tu décides? Tu as dit tu peux pas juste le mettre puis regarder. Ouais. Comment tu le positionnes? Qu'est-ce que tu veux dire? Comme mettons, si tu dis ce soir, je veux regarder Saturne. Ouais. Comment tu sais comment positionner ton télescope pour voir Saturne? Ben, la technologie. Ouais. Fait que là, tu as des applications, tu regardes où est-ce qu'elle est à peu près. Puis sinon, moi, ce que j'ai, c'est un trépied équatorial. Fait que je peux, dans les deux axes, je peux suivre, je peux bouger. Fait que là, je sais exactement où est-ce qu'il est. Fait que je commence avec des oculaires plus petits. Ce qui fait en sorte que je vois moins. Fait que je peux... Tu veux dire, tu vois plus large? Je vois plus large, exact. Fait que là, je peux discerner à peu près, OK, je pense que c'est ce point lumineux-là. Puis là, je vais de plus en plus précis pour m'approcher. OK. Après ça... C'est tout le temps large approche? Ouais, OK. Exactement. Ça a du sens. Exactement. Puis là, ça, c'est mon début, là, mais je vais continuer parce que... Vas-y. Là, je suis en train de commander des trucs qui ont un moteur pour, à partir de Skylab, je sais pas quoi... Je peux exactement décider où est-ce que je veux regarder pour mon télescope. Il y a un petit moteur intégré pour mon membre équatorial pour aller chercher l'astre, mais après ça, le suivre. Wow. Le tracker. Je vais pouvoir prendre des photos. Imagine les crinqués qui ont créé ça. Mais oui. Puis après ça, tes photos, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans un logiciel pour les stacker. T'enlèves tout ce qui vibre un petit peu, le 15-20% qui est flou. Puis là, tu as une photo, man, de 15 000 photos stackés ensemble, puis tout quoi de insane. Puis mettons, enlève le moteur, enlève tout ce que tu veux dire, mais la qualité de télescope que tu as dans ton bureau maintenant, ça vaut combien? En termes d'argent? Ouais. Pas beaucoup. Honnêtement, c'est fou, c'est accessible. Ben, j'ai pris un petit peu plus, mais tu sais, pour 300-400$ pour avoir un télescope. Oh wow! Ouais. Qui fait du sens. Parce que t'allais dire comme 3-4 000. Non, même pas. Mais il est plus que ça. Là. Ouais. C'est peut-être 1200, 1300. Tu rajoutes les oculaires. C'est les oculaires qui coûtent cher. C'est tout ce que tu mets autour de ton télescope parce que c'est un tube avec un miroir. C'est comme un voyage à Punta Cana pré-pandémie, mettons vraiment cheap. Ouais. Low season. Exact. Ouais. Mais tu sais, il n'y a pas de limite. Là. Tu peux mettre 50 000 dans un télescope. Là. Ça existe. Ouais. Puis éventuellement, je vais en avoir 50 000. Monter sur une montagne, là, puis je vais le contrôler. Mais ouais, fait que ça m'apporte. Ça me rapproche de mon côté philosophie. Puis ça me garde les pieds sur terre pour la business aussi. Ça relativise tout. Mais j'associe toutes ces choses-là ensemble. Où vas-tu? Il est quand même nouveau, le télescope, mais où as-tu pu aller à date pour voir... Télescope? Ouais. Je reste beaucoup dans les planètes en ce moment. Non, mais dans le sens, où vas-tu géographiquement au Québec pour avoir un beau ciel? Non, au chalet. Saint-Gabriel de Brandon. Ça fait longtemps que tu as le chalet là? Ouais. C'est à toi? Non, c'était mes parents. OK. Ouais, ça fait quand même, c'est mon C'est là le quai que tu mets tout le temps des photos? Ouais, okay, c'est exactement. Saint-Gabriel de Brandon, c'est Laurentide ou la Naudière? C'est la Naudière. Peut-être à 30 minutes de Joliette à peu près. Là. Au nord? Ouais. OK. Exactement. Proche de Saint-Côme. Comme nord-est de Rawdon? Ouais, t'es genre à 20 minutes de Rawdon, 25 minutes de Rawdon. OK. C'est une belle place. Justement, la Naudière est tellement revenue souvent pendant le podcast. Comme Jean-Simon Bégin, photographe animalier, il est allé au Nunavik après le podcast. Hey, mais j'imagine pas eux où est-ce mais lui, comme la Naudière, c'est ma révélation de l'année. Pas vrai? Tantôt, 4 Brunet, même chose. C'est parce qu'ils ont été à B-Side Habitat de Jean-Daniel. Faudrait que tu jases avec Jean-Daniel. C'est vrai, mais pour elle, Eliane. Oui, Eliane. Ben oui, tu as rencontré Eliane, c'est vrai. Comme j'ai voulu la réinviter chaque saison. Ben oui. Surtout là, avec le blocage de Meta. Ouais. Oui, j'ai vu sa publication qu'elle a faite pour B-Side. Là. Ah, j'ai pas vu. C'était quoi? Qu'elle parle justement. C'était-tu elle? Non, excuse. Peut-être que je me mélange. Mais c'est quoi la publication de B-Side que tu as vue par rapport au C'était blocage? peut-être pas B-Side, mais c'est quelqu'un qui dit comme, vu qu'on est bloqué en tant que média, mais qu'on se considère pas au même niveau que les autres médias, vous pouvez accéder à nos informations de telle autre façon. Mais je pensais que c'était Eliane, mais ça se Mais justement, demain, Raphaël, lui, se pense. Oui, Urbania. Ouais, c'est ça. Voir comment eux autres deal avec ça. C'est tough. Ouh, ça doit être quelque chose. C'est tough, là. Ça coûte tout ton Puis Raphaël, by the way, fun fact, c'était une des premières clientes B2B de Cibo. Ah ouais? Commandé des tote bags. Avec Urbania? Ouais. Oh wow. Exact. Puis Club Sexy aussi, je me souviens, un des premiers shoots qu'on avait fait. Ouais, Club Sexy aussi. Sa sœur. Exact. Ah, c'est sa sœur? Ouais. C'est quoi, Maude? Je pense que Léonie a dit Maude. Maude. Ouais, c'est ça, Maude. Oh my god, j'avais pas réalisé. C'est vrai, ils ont le même calice dans le nom de famille. C'est pas un nom de famille super. C'est pas Côté ou à Tremblay. Ouais.
OK, ça fait du sens. Ouais. Mais ouais, Daniel, c'est sûr que je devrais l'inviter. Jean-Daniel, of course. Ouais, c'est tout B-side. En plus, je viens juste de louer pour... OK, c'est ça. L'épisode va sortir après la fête à ma mère, mais pour la fête à ma mère... tu viens-tu d'y fucking... Il annonce non, ça, il y avait le temps. Non, c'est ça. Mais là, ça va être passé. OK, ouais, OK, c'est OK. ça. Mais j'ai loué 3 jours ça parce que c'était... Puis il va y avoir Outaouais en plus. Ouais, là, ils sont en train de le développer. Ouais. Ça va être incroyable. T'as-tu vu les sketchs? Les concepts magnifiques. Sais-tu c'est quel architecte? Je sais pas. Parce que je sais qu'il change d'architecte selon les localisations. Je peux pas dire. Mais le concept est quand même différent, mais quand même similaire en termes de, tu sais, comme minimal, métallique, accès à la nature. OK. Ouais. Parce que j'étais là samedi pour une collecte de champignons. Non, mais Nice. juste. Fait que, ouais, ça m'a inspiré à booker. Cool. Mais c'est fou. En plus, une de mes questions, c'est fou que tu as répondu sans même que je te la pose. Mais une de mes questions, c'était comment l'astronomie. Comme c'était une question far-fetch que je voulais te challenger, parce que je savais pas si tu allais être capable de répondre. Mais c'est comment l'astronomie influence ta gestion de l'entreprise ici. Ben, c'est ça. C'est que je pense que dans le quotidien, justement, avec l'espèce de mindset d'infinite player, là, de comme, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Il faut juste continuer à travailler ensemble pour avoir du fun, pour continuer à travailler ensemble. Mm-hmm. Ben, ça fait en sorte que il faut être plus profond au quotidien dans nos discussions, tu sais, ça va dessus. Demander ça à son staff, demander ça à ses partners, demander ça à ses collègues de travail. Fait que l'astronomie, on dirait pour moi, c'est con, là, mais c'est vraiment un miroir sur soi-même. Là. Oh, wow! Ouais, plus tu checkes loin dans ma tête, là, plus tu te regardes parce que est-ce que ça te ramène à toi. Là? Ça te ramène à... Tu te rends-tu compte comment t'es petit? Tu comprends? Fait que d'avoir ça comme... pas quotidiennement, mais de façon hebdomadaire. Là. En fait, je fais ça à la fin de semaine. C'est mon petit hobby. Ça te met les pieds sur terre. Puis je suis plus humain. Je sais pas si ça se dit plus humain. Je suis déjà humain. Je peux pas être plus humain que je suis. Mais je suis plus empathique, on va dire. Je suis plus compréhensif, excuse. Mais... moins compréhensible, mais plus compréhensif. Exactement. Wow, c'est exactement ça. Et en plus, c'est fou. Je pense que c'était l'émission Our Planet ou One Planet, quelque chose de même. Je sais qu'Our Planet existe, mais c'est une émission qui... Léger, je me souviens pas le concept de l'émission. Mais c'est l'interview des astronautes. Oh, David Saint-Jacques. Il faut vraiment qu'il se pointe ici. Non, je sais. C'est un objectif depuis la saison 1. Mais les astronautes disaient que le concept de si tu vas à Québec, si tu es grandi à Montréal, tu vas à Québec, tu dis que tu viens de Montréal. Si tu vas à Paris, tu dis que tu viens du Québec. Si tu vas en Inde, tu dis que tu viens du Canada. Fait que plus tu t'éloignes de ton domicile, de ton lieu, de où est-ce que tu habites, ta définition de la maison va changer. Puis les astronautes dans l'émission expliquaient qu'une fois que tu sors de la planète Terre, ta conception de ta maison change complètement. C'est clair. Les frontières s'écroulent parce que ta maison, c'est la planète. Mais oui. Fait que ça leur crée une vocation climatique tellement forte de par le simple fait que comme, wow, on est tous sur la même planète. Puis justement, tantôt, je suis un grand fan de YouTube, je me claque des séries YouTube, des vidéos YouTube back-to-back. Puis tantôt, j'ai regardé le point de presse des premiers touristes à avoir monté en orbite avec Virgin Galactic. Puis ils ont dit c'est l'expérience d'avoir vu, tu sais, ça va pas dans l'espace, c'est comme la définition est mais ils disaient... T'es dans l'espace. Mais en fait, la seconde ils sont encore dans la gravité, c'est ça l'affaire. Oui, c'est sûr, mais la seconde que tu vois le noir, plus la courbe, puis l'atmosphère, tu sais. Ouais. Mais ils disaient... Ça compte. Après, c'est tellement une expérience transformative. C'est clair. Parce que t'es comme, wow. Comme toute l'humanité est là. Puis en même temps, oui puis non, dans le sens où, quand je suis allé à la NASA au mois d'avril, quelque chose que j'ai réalisé, c'est que... Ça devait être insane. Ouais, c'est incroyable. J'ai aimé ça. On peut-tu, comme, juste que tu nous parles de ça pour le reste du temps? En plus, je suis sûr que, comme... Je pense qu'il y a 2 personnes que j'aurais aimé ça qu'ils vivent à ma place, c'est toi puis Zach Zoya, parce que je sais que vous êtes 2 grands fans d'astronomie. OK. Je savais pas qui... Ouais. Puis... T'aurais capoté. Puis j'ai réalisé pendant ce voyage-là, ça fait 20 ans que la Station spatiale internationale existe, qui est en orbite autour de la Terre. Ça fait 20 ans. Pense à l'histoire de l'évolution de l'humanité. Non, c'est fou. Depuis 20 ans,
pas tous les humains sont sur la planète en même temps. Juste cette idée-là, je suis comme, wow, ça c'est insane. Ça veut dire que. Puis, by the way, elle est à 400 km de la Terre. Je savais pas si c'était 400 km. D'où les gens de Rimouski sont plus loin. C'est pas si loin, 400 km. Tu sais, on a l'impression qu'ils sont out of space, of course. Ouais. Out of space. Ouais. Ils sont. Mais c'est proche. Il y a tellement de. C'est vrai que c'est insane. En plus, quand je suis allé en vacances avec ma copine sur la Côte-Nord il y a un mois, tu sais, on arrive sur la Côte-Nord, j'essaie d'y faire aimer, tu sais, et c'est pas très camping. Mathilde, Ah je t'aime quand même si tu nous écoutes, mais Puis toi, tu t'aimes ça, là. ça me dérange pas. Glamping, je voulais Mais dire. mettons, là, je dors dans mon char, j'ai comme un fou solide dans mon char, je suis Ok. vraiment confort avec un bon matelas. Fait que ça marche. Ça, c'est plus. impeccable. Ouais. Comme ça me dérange pas de camper, mais mettons, si tu me donnes de l'argent, j'irai dans une chambre d'hôtel. Ok. Tu sais, Ouais. j'ai assez fait de couchsurfing et tout ça pour faire ça. Mais j'essaie de la convaincre, tu sais, comme, waouh, la Côte-Nord, c'est incroyable. Puis elle était comme, waouh, c'est incroyable. Puis là, elle checkait la lune et comme, c'est la plus belle journée de ma vie. Tu sais, c'est comme, même si je l'amenais sa Côte-Nord, elle checkait quand même la lune. Ouais. Puis elle savait pas qu'il y avait une application qui permettait de voir toutes les constellations, toutes les étoiles, Ben comme oui. en réalité augmentée. Ouais. Puis là, on était comme, tous les De Starlink. tracker, ouais, exact. Les Starlink qui tournent constamment, les tout. satellites, c'est Ouais. insane. Fait que l'accès aussi à l'astronomie, c'est quand même impressionnant. Ah oui, puis ça change ta vision des choses, là. Ouais, c'est ça. Ça te ground, justement. C'est bizarre Ouais. que, comme, regarder le plus loin possible, te ground. Ouais. Puis ça nous ramène à nous-mêmes, comme je disais tantôt. Puis juste de réaliser, justement, la Lune, tu sais, qui est notre satellite, tu sais, qui tourne autour de nous de façon, tu sais, très cyclique, là. Mais nous, on avance autour de la planète, autour du Soleil, là. Ouais. Fait que c'est tellement Ça pas tourne autour rond. de- Ça tourne, mais elle tourne On tourne aussi. autour, Ouais, fait que finalement, c'est... Je pense que la vidéo que tu as partagée aujourd'hui, Ouais, exactement. insane. Ouais, Raconte. ouais, C'est exact. quoi? Ben justement, c'est que tu vois les satellites des planètes du système solaire. Pas les satellites genre man-made, les satellites naturels. Les satellites, où est-ce que c'est Clarification. exactement, les lunes, Ouais. au final. Tu sais, nous, on en a une, Mars en a deux, Saturne en a genre 130, je sais pas combien. C'est fou, ça. Fait que quand tu vois évoluer dans ton cours de whatever, on n'a pas de cours de chimie, d'astronomie, whatever. Mais ils tournent en peut-être, rond ouais. autour de la planète, mais au final, quand tu réalises sur le plan elliptique du Soleil, ils tournent autour du Soleil en même temps. Fait que c'est vraiment des espèces de spirales qu'ils font. Ouais. Fait que ça te remet Puis en fait, c'est une des raisons pourquoi je faisais des grosses crises d'anxiété. Parce qu'à un moment donné, fun fact, j'étais en Tercel, à Ottawa, That's pour it. aller... T'attends qu'à gaz, y avait-tu une clé? Non, même pas. Parce que j'ai vu des tercels avec comme. C'est la première fois que je voyais un char. Mais moi, 97, toi, ça doit être une colle Non, de non, vieille moi, Tercel c'était- que t'as vue. Ah, peut-être, ouais. Mais continue. Mais non, il n'avait pas. Puis un moment donné, c'est que je roulais en auto, puis c'était dans le moment où est-ce que je faisais de l'anxiété beaucoup généralisée. Puis mon anxiété, moi, mes symptômes, c'est de la déréalisation, de la dépersonnalisation. Fait que j'avais l'impression de me suivre, tu sais, Wow. au-dessus de moi. Fait que j'avais tout le temps l'impression de devenir complètement fou, là, faire une psychose. Puis Wow. mon médecin, il me disait, si tu te questionnes si tu fais une psychose, c'est que tu fais pas de psychose. Tu comprends? Ouais, je comprends. Puis un moment donné, c'est que c'est ça, j'étais en auto, puis je me suis dit, hey, on n'est jamais à la même place au même moment. Tu sais, si, exemple, je pouvais Ouais. lancer n'importe quoi autour de nous, puis dire qu'il bouge pas vraiment selon notre position dans l'univers, on roule, la Terre roule à 70 000 km/h, bam, il décalisse dans le mur, là. On n'est jamais à la même place. Fait que quand tu te promènes ici en ce moment, On bouge. demain, on revient ici, on se dit, hey, c'est à la même place. Non. Non. On est ailleurs, dans l'univers. Très curieux de savoir le nombre de kilomètres qu'on a parcouru depuis le début du On podcast. doit avoir fait, man, des milliers de kilomètres depuis qu'on Moi, est je suis assis convaincu, ici. je l'ai déjà dit au podcast, là, mais je suis C'est convaincu que je m'en weird vais de dans... penser à ça. Ouais. Je suis convaincu que je vais aller dans l'espace Ah, moi aussi. d'ici 60 ans. Comme Il faut. Tu sais, t'as pas l'air quelqu'un de très dépensier, puis j'espère que tu sauves ton argent pour payer un billet pour aller dans l'espace. Mais c'est mon objectif de vie. Mais ça va devenir tellement accessible pour vrai. Tu sais, Mais je pense que oui. 450 000 pour Virgin Galactic présentement. Imagine dans 10 ans. Ouais. Peut-être Puis il y 45 a 000. Blue Origin, Origin, ouais, de qui est Jeff un petit peu Bezos. moins cher, je me trompe pas. Je sais pas. Je pense que c'est comme 200, 300 000. Facile. Mais ça, ouais, les savings d'une vie, mais éventuellement, ça veut dire que ça va peut-être descendre comme à 30, 40 000. Ouais. Puis c'est fou. Puis ça, honnêtement, les gens ils sont comme, ah, c'est tellement, tu sais, la classe. Tu sais, ils voient ça comme vraiment un luxe. Tout ce qui a rapport avec, justement, l'astronomie, etc. Tu sais.
parce qu'on dépense des milliards et des milliards de dollars dans la recherche à la station internationale, mais honnêtement, de la recherche, ça rapporte tellement au quotidien à toute la planète au grand complet. Le micro-ondes a été fucking inventé dans l'espace. Le stainless steel. Ouais, il y a tellement de choses comme ça que c'est de la recherche c'est de la recherche qui ont été faites, puis qu'après ça, on en prend justement les résultats, puis qu'on l'applique ici, puis il y a des milliards de personnes qui en profitent. Qu'après ça, tu peux pas dire ah ben là, oui, of course, que si tout le monde se mettait sur un sujet, on pourrait le régler. Mais ça a l'air que c'est pas de même que ça marche, malheureusement. Ouais. Ça me fait chier aussi. Sur un autre ordre d'idée, comment peut-on inspirer les gens à manger moins de viande? Est-ce que tu es complètement vegan? Non. Végétarien? Ouais, végétarien, ça fait 7-8 ans, je pense. Puis... Parce que je demande ça parce que à ma connaissance, on peut tellement plus changer les comportements en inspirant les gens au lieu de les punir. Ouais, mais c'est pour ça que moi, je suis... Puis un de mes amis aussi, Sam Chouinard, qui skate beaucoup. Ben, je pense que tu le connais. Ouais. J'étais dans la salle d'urgence en même temps que lui. C'était weird. On veut savoir. On est revenu de Pas de Roche à Percé, Phil. Je sais pas si tu sais qu'est-ce que je vais te dire. Parce que moi et Phil, on s'est rencontrés à ce show-là sur une plateforme en vitre à Percé, en Gaspésie, pour un show de Cora qui était là la saison 1. Fait qu'on s'est rencontrés là. Cora, hostie. Ouais, Cora qui était de Joliette. Ouais, c'est ça, Michael. Oui. Puis là, moi, c'était au moment de mon burn-out. C'était 1 mois après mon burn-out. Puis je m'étais tellement reposé physiquement pendant tout le mois parce que je savais que ce show-là allait être fou. Fait que là, on est allé en Gaspésie avec mon ami Lucas, avec qui je suis allé au Vino Disco hier soir. Puis ça a tout pris mon petit change pour trouver l'énergie pour faire la fête. Tu sais, j'ai pas bu. Tu sais, j'ai juste resté sobre pour préserver mon énergie. Puis là, le lendemain, fallait qu'on revienne à Montréal. C'est 10 heures de route. Puis dans l'auto, je suis comme, faut que j'aille à l'hôpital, je me sens tellement pas bien. On dirait que je vais mourir tellement que j'ai peu d'énergie. Puis là, Lucas m'a convaincu, il est comme, va dormir un peu. De toute façon, l'urgence, tu sais. C'est long. C'est long. Fait que va dormir un peu. Puis là, lève-toi vraiment tôt, va avant le rush des urgences. Fait que là, je me lève super tôt, comme à 4 heures. Je vais à l'urgence, Sam Chouinard est là. Il y a personne dans l'urgence. Il y a Sam. Sam venait de descendre le Montréal en skate, puis s'est bêché, puis s'est fracturé. Là, je suis comme, toi, t'avais quoi? Moi, ils m'ont fait des tests, ils n'ont rien trouvé. Ils m'ont fait comme des tests qui mettent comme du nucléaire dans ton sang, puis là, ils te passent dans le scanner. Ouais, exact. Puis là, ils n'ont rien trouvé. Puis là, l'urgence, c'est comme, il n'y a rien d'urgent dans ton corps. Fait que va voir des spécialistes. Fait que t'es plus bienvenu à l'urgence des crises. C'est la dernière fois que je l'ai vu, littéralement. OK. Ça, c'était il y a 2 ans. Ça va faire, il y a 2 ans, ouais. Exact. Puis lui, en fait, Sam Chouinard, justement, il est vegan, je pense, depuis comme longtemps. Plus longtemps que moi. Puis justement, il me disait... En fait, je pense qu'il a juste réagi à genre un post Instagram que je faisais qui était tu peux être vegan sans juste le proclamer puis crier. Tu sais, moi, c'est pour oui, l'écologie, etc., mais c'est pour vraiment les animaux, c'est pour un paquet d'affaires, mais je fais juste le faire. Je suis pas là à juste comme gosser le monde autour de moi par rapport à ça. Puis je pense que les mentalités changent plus quand t'es pas moralisateur, t'es pas constamment dans un discours. C'est ma façon de faire à moi, là. Je veux dire, c'est pas mauvais non plus d'être engagé puis de lutter. Au contraire, là, je pense qu'il en faut plus des gens qui luttent puis qui mettent carte sur table pour exposer ce que c'est réellement aux gens. Mais aussi des alliés, c'est juste de le faire, au final. Puis c'est la même chose pourquoi on est carbo-neutre, on est carbo-négatif dans notre business, puis on fait pas juste le crier en voulant... avoir des ventes par rapport à ça pour dire « Hey, on est bon, achetez des shit à nous, puis consommez plus, tu sais. » Ouais. Fait que ça revient un petit peu il doit y avoir des trucs concrets qu'on peut faire, tu sais, juste d'avoir plus de choix sur les menus. Tu sais, c'est grave, mais je suis allé au Bossa, puis j'adore les sandwichs du Bossa. Ouais. Mais les options végétariennes sont plates. C'est comme... Mais de plus en plus, c'est vraiment en train de switcher. Clairement, là. Mais ça me fait encore chier que comme 95% des choix sur les menus sont avec la viande. Ouais. Mais ça change, man. Ça change. Ouais, clairement, il y a un énorme changement. Mais sûrement. Puis j'aime mieux ça que si ça changeait du jour au lendemain. Puis tout le monde est comme fuck la viande. Parce que tu sais que dans 20 ans, comme les modes, ça va revenir. Puis on va oublier que la viande,
Tu penses? C'est dommageable, puis là, ça va être... Oui, je pense que Je crois aussi tous les vrais changements se font à long, tu sais, tranquillement, mais sûrement. C'est pas comme dans la Grèce antique ou dans l'Empire romain que c'était végétarien ou quelque chose de même? Ben écoute, mais en Inde, Ben, c'est ça, ouais, il y a clairement, tellement oui. de gens. Ouais. Tu sais, la viande fait pas partie... En Inde, c'est fun parce que ils mettent, je sais pas si c'est la loi ou juste une coutume, mais tous les restos, ils mettent comme un point rouge, il y a de la viande, puis un point vert si c'est végétarien. Fait que tu sais direct dans Tout quoi le tu temps. t'embarques tout le temps. Ouais. C'est juste clair, boum. Ben oui. C'est tellement naturel, là. Puis honnêtement, tu sais, un des trucs préétablis à laquelle je m'étais confronté, c'est comme si tu t'entraînes ou tu sais, tu vas être faible ou tu vas quand T'es faible. Ben, en fait, tu sais, c'est con, mais c'est ma famille qui me disait ça. Ouais. Parce Mais que puis je comprends, tu sais, ils ont été élevés dans une autre génération. Exactement. Puis tu sais, là, je mangeais pas le steak ou whatever. T'es-tu sûr? T'as-tu assez mangé? Puis là, je suis comme, hey, écoute, je m'entraîne. J'ai pris 40 livres alors, de gras et de muscles depuis que je suis tombé végétarien. Fait que je pense que c'est chill. Alors, je pense que je vais survivre. Puis, t'es-tu sûr? Tu sais, on voit vraiment que c'est ancré dans l'esprit des gens. Là. La tourtière, là, c'est important de manger. Là. Pour la culture À keb. Noël, là. Ouais, si t'en manges pas, c'est tu vas tomber dans les pommes. Sûrement toi aussi, mais j'oublie. Moi, mettons, je suis végétarien à la maison depuis peut-être 10 ans. Au resto, c'est différent. Même si je vais privilégier les légumes. Puis chez les gens, j'impose pas mon choix. Mais legit, j'oublie tellement que récemment, ma blonde est comme j'ai fait une sauce à spag, mais il y a de la viande dedans. Je suis comme, mais pourquoi tu me dis ça? Puis là, je suis comme, c'est vrai, j'ai pas de viande dans la maison, tu sais. OK. Fait que, tu sais, une fois que tu développes juste une routine, puis des habitudes, puis des C'est recettes. vraiment une question d'habitude. Là. C'est vraiment. C'est la des culture. bonnes recettes, tu sais, bien utiliser les épices. La viande, c'est la culture. Là. Puis juste des produits frais. Comme j'ai jamais un craving pour un burger. Mais non. Une Jamais, fois que t'enlèves jamais. ça pendant 2-3 mois, là, t'en as plus besoin. Là. Ouais. J'ai des cravings pour comme des tomates fraîches. J'ai des cravings pour. Mais je t'avoue que j'ai des cravings pour des burgers. Moi. Ah ouais? Ah ouais. Faut W commander un muscle Mais burger. oui. Mais moi, ce qui me purge le plus, man, par rapport à ça, là, c'est que les gens qui disent mais c'est pas plus santé un burger Beyond Meat parce qu'il y a tellement d'additifs et tout. Transformation. Mais oui, mais c'est du fast-food. Ouais. Of course, tu compares du fast-food puis ton bœuf, compare-les pas à du bœuf du fast-food, du McDonald's, il y a autant d'additifs, là. Ouais. Si tu veux vraiment comparer des pommes avec des pommes, tu vas comparer n'importe quel autre produit avec quelque chose qui n'a pas souffert, qui n'a pas été bourré d'hormones, qui n'a pas été élevé sous condition. Puis là, on va parler. Mais compare pas le Beyond Meat avec du bœuf 100% canadien. T'es comme, ta gueule, le bœuf, il a fallu qu'il mange quelque chose. Puis c'est du soya. Fait que tu sais, l'espèce de fausse croyance que, mais oui, mais l'Amazonie, on va la couper parce que à cause du soya. Mais oui, mais c'est pour nourrir vos bœufs qu'on va tuer après pour manger. Fait qu'il y a plein de misconceptions même que je suis comme, C'est quoi tes recettes fortes à la maison végétarienne? Indien. Ouais. Indien, tout indien, c'est juste en bon léger parce que c'est les mêmes épices. Non, c'est ça, exact. On se fait beaucoup venir de chez. Je me rappelle plus c'est quoi l'Indien. Je veux pas faire la grosse pub là, parce que je veux pas que ça soit plus long quand je le commande. mais tout ce qui est à base de pois chiches, insane, haricots, tofu. Tu sais, je veux dire, on se fait des BLT avec du tofu, avec de la fumée liquide. Ouais. Ça goûte le bacon. Moi, je fais comme du bacon, justement, que je laisse genre une journée, 2 journées, que je mets ketchup, c'est quoi? Fumée liquide. Ketchup, sirop d'érable, fumée sirop liquide. d'érable, exact. On a la même recette, je pense. C'est... C'est-tu Ricardo? Non, c'est mon ami chef, mais sûrement inspiré par Ricardo. OK, mais je pense qu'il n'y a pas 1000 façons de le faire. Mais c'est tellement bon, man. Mm-hmm. Ouais, fait que c'est ça mes go-to. Mais végétarisme, man, c'est quelque chose que j'ai découvert. Puis honnêtement, le midi, je suis plus productif. C'est con, là. Mais j'étais juste moi, j'étais un carnivore à base. Depuis que je suis jeune, j'aime pas les légumes. Genre, je disais à ma mère, fuck les carottes, fuck les céleris. Je mange que de la viande. Puis c'est vraiment un point quand j'étais à l'université en philo, justement, c'est drôle.
où est-ce qu'on avait un projet qu'il a fallu que je photographie, ça par rapport, un comptoir de viande. Puis j'ai fait des photos, puis là, j'ai déréalisé. Tu sais, je disais que je faisais de la déréalisation, des personnalisations. Puis j'ai pris une photo vraiment pour illustrer ça. Fait que c'est mon ami Miroslav, qui fait de la photo. Ça fait combien de temps, ça? Ça fait 5-6 ans. Ah, j'ai peut-être Il y a un backup. Qui me prend en photo en arrière du comptoir de viande, mais c'était juste pour montrer l'espèce de déconnexion qu'on a par rapport au comptoir de viande, où est-ce que c'est dans un styromousse avec du saran wrap par-dessus, puis t'as comme un piece de viande. Puis la déréalisation vient vraiment de là. De comme pas comprendre de où est-ce qu'il vient, ce bout-là. Fait que quand j'ai eu ces photos-là qu'on a faites, je pense que c'est un an après que j'ai fait « Ah, ça m'écoeure, man, ce qu'on mange. » Tu sais, ça m'écoeure de savoir que ça vient dans un truc emballé. Puis je sais pas c'est quoi. Puis là, tu checkes un petit peu sur Internet et comme « Oh, shit! » Quelqu'un qui était comme tué avec un gun en arrière du cou, une vache. Ouais. Mais moi, je suis rendu au point que ça fait tellement longtemps que le steak, ça m'écoeure. Ouais, mais je comprends. Puis de plus en plus, tu sais, je suis pas, comme je t'ai dit tantôt, je suis pas. Je t'écœure pas si t'en manges un devant moi. Là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, mes parents continuent à manger, puis je suis pas comme, asti, vous êtes wack. Est-ce que tes parents ont un peu changé leur alimentation? Parce que moi, mettons, mes parents. Oui. Parce que c'est juste si tu t'enlèves une journée par semaine de la viande. Si tu changes une journée juste végétarienne, tu sais, juste une journée, ça peut déjà changer beaucoup de choses. Man. 2, 3, puis là, mes parents sont dit vraiment bon. Exact. Puis on n'a pas. On sait pas à quel point on a de l'impact au quotidien en tant que. Parce qu'on le voit pas. Qu'individu. Parce que, justement, de la viande. Une fois semaine, j'en consomme pas. Tu viens d'économiser. Si tout le Québec fait ça, des tonnes et des tonnes et des vies, whatever. Même chose pour la consommation locale. Tu dis. J'allais littéralement dire ça. Tu dis un achat sur 7 que je vais faire sur Amazon, je vais le faire dans un commerce local. Tu viens d'injecter le Québec des milliards de dollars dans l'économie locale. C'est une économie circulaire. Cet argent-là va être remis autour de toi. Ouais. Fait que ça va rapporter à tout le monde. Avais-tu vu le documentaire de Demain? Non. Antoine-Olivier Pilon m'en avait parlé, puis m'en a parlé tellement souvent que là, je l'ai écouté. OK. Puis il est quand même dur à trouver, je pense. Je l'ai loué sur Vimeo. C'est un documentaire par Mélanie, la comédienne. Mel, ma grande chum. Mélanie Laurent? Mélissa Laurent. OK. La comédienne blonde dans Inglourious Basterds. La française. Oui. Elle. Fait que C'est elle qui a produit le documentaire? Elle, avec ses copains réalisateurs, ils se sont mis ensemble pour produire un documentaire sur c'est quoi les solutions. Comme concentrons-nous sur le positif versus le négatif. Puis ils explorent l'énergie renouvelable, la transition écologique des entreprises. Oui, c'est peut-être un gros coup upfront, mais après, c'est juste rentable. Mais oui. Le compost, c'est vraiment ce film-là, ce documentaire-là qui m'a fait switch pour le compost. C'était comme entendre des agriculteurs dire yo, on vous donne de la bouffe. Tout ce qu'on demande en retour, donnez-nous les déchets de cette bouffe-là parce qu'on va s'en servir comme engrais. C'est juste cette simple logique. Puis ça parle aussi beaucoup des monnaies locales. Fait que Bristol ont créé leur monnaie locale. La Gaspésie l'avait créé une couple d'années en coupant en deux des billets de banque. Fait que juste de comprendre c'est quoi l'attrait puis l'avantage d'une économie circulaire. Puis même... Vas-y. Mais c'est une scène, juste d'entendre ça, c'est que ces gens-là, il y avait les règles du jeu. Puis on dit, OK, parfait, pour continuer à jouer, entre guillemets, c'est les billets, c'est ça la monnaie du jeu. On va les couper en deux juste pour continuer. Tu sais, c'est dans cette mentalité-là, c'est que tout est pas... On n'est pas castré. Il faut oublier, il faut arrêter de penser qu'on est dans un moule qui ne bouge pas. On peut changer les choses en décrissant ça. Fait que d'entendre justement qu'il y a des populations, whatever, ont coupé la monnaie en deux, puis c'est dit, OK, nous autres, on fait ça de même. Ouais. Fuck, man, c'est nice. Puis Joseph Stiglitz, qui est comme un ancien directeur du Fonds monétaire international, du FMI, je crois. Que j'avais lu un livre en 2014 qui avait un grand impact sur moi. Il parle dans le documentaire, puis comme, selon lui, selon son expérience, il dit... Si le fait qu'on a un système international économique interdépendant dû à la globalisation fait en sorte que comme si un pays s'effondre, ça du moins les gros pays, l'effet domino. Fait que la solution à ça, c'est d'avoir plusieurs types d'économies, une petite économie circulaire locale, une plus grosse économie internationale,
puis la cohabitation entre ces différentes économies. Comme ça, s'il y en a un qui shut down, l'autre continue à thrive. Tu sais, évidemment, il va y avoir des impacts, là, c'est pas sans impact, mais tu sais, en fait, comme dans n'importe quel business, c'est moi, si je faisais juste des contrats de musique, Ben oui, puis exact. de festivals de musique. La diversification, c'est ce qui fait que tu perdures. Puis, c'est pour faire un pont justement avec C'est beau. Si on existe encore aujourd'hui, c'est pas parce qu'on a juste stick à une affaire puis qu'on s'est dit on démarre pas de ça, on serait mort. Ouais. Il y a longtemps. Mais c'est en se diversifiant que tu es plus flexible, tu es plus enclin à résister au changement. Mm-hmm. Fait que, of course, ça fait tellement du sens, mais qui va s'opposer à ça, tu sais? Mais ça a l'air qu'il y en a. Des politiciens, ouais. Ça. J'allais sacrer plus que d'hab. Je me suis retenu. Raph, qu'est-ce qu'on te souhaite? Clear sky. Pour l'observation. Ouais, c'est ça. That's it. Ouais? Ouais. Où est-ce Vu que tout est connecté. Où est-ce que tu veux que C'est beau soit dans 5 ans? On peut dire 10? On peut dire 10. 10, OK. Dans 10 ans, C'est beau. On est l'équivalent du American Apparel, comme j'avais dit, d'il y a 10 ans sans le fondateur un peu sketch. Ouais. Fait que vraiment, le fournisseur reconnu, on va dire, de t-shirts fait, de vêtements locaux, fait pour les bonnes raisons. Ici. Carbonégatif, 1000 km. Carbonégatif à 110 000 reconnu partout dans la province, dans notre 1000 km, en fait, de rayon qu'on s'est donné. Et sinon aussi, on veut investir en R&D, recherche-développement, pour avoir un textile peut-être intelligent, pour éventuellement fournir la NASA ou quand on va faire notre trip ensemble dans l'espace. Ouais. Il faudrait qu'on aille... du linge respirant, en fait, local. En fait, du linge qui va peut-être monitorer nos pulsions cardiaques, tous nos trucs. Si la Station spatiale internationale est à 400 km, ça rentre dans le rayon? Ça rentre dans le rayon de 1000 km. Oh, c'est bon. Ça. Ah, j'avais pas pensé à ça. Ouais. Ça, c'est un bon. Fuck, c'est local. L'espace est local, man. Oh shit. OK, là, on était vraiment sur une ligne. Là, tu viens d'ouvrir le 1000 km dans les airs. Ouais. Oh, wow. Insane. Nice. C'est ça qu'on me souhaite. Toi, qu'est-ce qu'on te souhaite? En plus, la raison pourquoi je demande cette question, c'est que Jay Dutemps posait tout le temps cette question à la fin de ses podcasts. OK. Puis, j'y ai reposé. Ouais. Puis, il me l'a reposé. Ah, OK. Fait que là, on le sait déjà. On le sait déjà. Mais c'est de continuer. Mais je peux quand même te poser une autre question de bord. Ouais, vas-y. OK. Je sais pas comment tu fais parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais tu as des discussions avec les gens justement, pour le podcast. Comme quand même back-à-back, là, je veux dire. Mais t'es tout le temps, c'est pour te voir parce que mon bureau est à côté, on le sait, là, c'est pas un secret. Te voir tout le temps aussi motivé, heureux, intéressé. Je suis comme, comment il fait, ce gars-là? Parce qu'honnêtement, tu me fais une conversation comme là, je suis brûlé, là. Ouais. Tu sais, je vais me coucher. Comment tu fais pour rester motivé, rester intéressé? C'est quoi le secret de la caramilk de Drew Hoster? Ben, je me dis d'être curieux, tu sais, clairement, j'ai grandi étant curieux. Et curieux, ça carbure cette soif. Qui est juste tellement... J'aime ça apprendre. Fait que de pouvoir... Tu sais, on dit souvent que lire un livre, c'est standing on the shoulders of giants. C'est-à-dire que c'est comme si tu t'assoyais en tout petit sur l'épaule d'une grande personne pour comprendre sa vie, que ce soit Steve Jobs ou autre biographie. Mais si tu avais la chance de leur poser en face à face toutes les questions que tu veux apprendre, pas nécessairement dans l'optique d'utiliser cette information pour croître, mais clairement, plus que tu as d'informations dans le monde, plus que tu vas avoir d'outils, de connaissances pour aller de l'avant. Puis c'est fou parce que de faire tellement de projets photos avec tellement de personnes différentes, je dis souvent que je veux humaniser les célébrités puis glorifier les simples citoyens. J'ai pas encore trouvé l'appellation exacte parce que je trouve simple citoyen, c'est réducteur. Mais en attendant, je trouve un meilleur terme, c'est justement de comme... Quand je vais rencontrer un agriculteur, j'apprends tellement. Quand je vais rencontrer un artiste que j'adore sa musique, j'apprends tellement. Puis toute l'information accumulée avec tellement de personnes différentes fait en sorte que chaque nouvelle personne que je rencontre, c'est encore plus facile. Fait que plus que le temps avance, plus que c'est facile parce que si, mettons, je rencontre un producteur, j'ai rencontré un fou producteur de petits pois,
C'était où? C'était en Montérégie, sur la rive sud, j'oublie la ville. Peut-être Candiac? Non, pas Candiac. Ouais, quelque chose de même. Bref, j'ai tellement appris d'une rencontre sur les petits pois que ça me donne tellement d'informations pour que le prochain agriculteur que je parle, je comprenne mieux son monde. Savoir que la connexion est plus réelle, le respect est plus mutuel. Ultimement, vu que mon médium, c'est la photo va être meilleure. Fait que c'est juste d'être profondément curieux à la base, puis que toute cette information est tellement incroyable, puis le fait que j'ai la chance de pouvoir rencontrer ces humains-là, c'est ça qui me motive, tu sais. Drive. Qui me thrive parce que ça rend le futur juste meilleur. Tu sais, il y a un peu ce paradoxe, tantôt on en parlait justement en Californie, que the more you know, the least you know. Fait qu'il y a ce dilemme-là, mais règle générale, de juste plus de savoir, plus de liberté. C'était ma prochaine question, parce que je suis en train de t'interviewer. Justement, c'est comment tu fais pour garder... Ben, tu as un petit peu répondu, en fait, parce qu'exemple, tu vas à NASA, tu parles des producteurs de petits pois, mais tu parles après ça avec des astronautes. C'est fou, parce que tu gardes la même curiosité. Il n'y a pas de... Ah, ça, c'est moins important. Pas moins important, mais je suis moins... Ouais. Mais je pense que ça vient de la... Tu fais sentir les gens comme s'ils étaient tous sur le même niveau, ce qu'il faudrait. Mais ils sont tous sur le même niveau. Oui, absolument, mais les gens, ils font pas ça dans la vie. Là. C'est vrai. Je suis comme bravo et... Comment? Ouais. Mais c'est juste de... Je pense juste de comprendre que chaque humain peut t'apprendre quelque chose. C'est ça ton mindset, parce que... C'est juste ça. Tu dis, mais est-ce que tu es quand même plus impressionné? T'as pas un petit stress quand tu dis, OK, je vais parler... Là, je prends l'exemple un peu facile. Astronaute. Je vais parler à un astronaute. Je vais parler à un agriculteur. T'es-tu plus stressé à un puis à l'autre? Non. Ou dans ta tête, t'es comme, OK, j'ai été capable de relativiser dans ma vie pour comprendre que ces deux personnes-là sont deux personnes. J'ai été capable de relativiser. Mais bravo, Asti. Je suis pas rendu là. Non, mais dans le sens que je pense pas que beaucoup de gens sont rendus là à... Mais tu sais, j'ai quand même la chance de côtoyer beaucoup de gens connus maintenant, du moins connus pour le Québec, qui est comme zéro connu mondialement. Tu sais, il faut tout remettre en perspective. Non, c'est pas ça. Tu sais, il faut tout remettre en perspective. Mais tu sais, tout le monde est tellement chill, je trouve. Ouais, le monde est tellement gentil, tout le monde est tellement approchable. Je crois sincèrement qu'il y a une manière d'approcher chaque personne aussi. Tu sais, c'est rare des personnes, je suis comme, oh non, cette personne. En fait, je me souviens pas la dernière fois que c'est arrivé. Mais tu sais, j'ai l'impression aussi qu'on se met vraiment un frein dans la vie en pensant que les gens sont pas accessibles ou en se fiant justement à la première impression. Parce que le 3/4 du temps, mettons, pour la business, où est-ce que j'ai eu les meilleurs conseils, les meilleurs inputs, whatever, c'est quand j'ai pas eu peur de faire un cold email ou un cold call de quelqu'un que je pensais vraiment que je pouvais jamais accéder. Puis la personne me répond, ouais, je peux te rencontrer, ça me fait plaisir. Puis là, tu parles avec, t'es comme, what the fuck, cette personne-là est en train de me... Tu sais, des CEO, whatever, de grosses business accessibles. Mais si t'essayes pas, puis si t'es intimidé, tu parleras jamais avec cette personne-là. Là. Puis clairement, je pense que si j'avais pas ce mindset, ben, je crois que ça m'a pas sur un mindset, là, c'est tellement imprégné en moi, mais si j'avais pas ce mindset, ça serait tellement plus difficile de faire ma job. Parce que littéralement, tous les jours ou quasiment que je prends en photo quelqu'un, je rencontre des nouvelles personnes. Faut que tu rentres dans sa bulle. Tu sais, là, j'ai tellement rencontré de monde que chaque fois que je me déplace quelque part au Québec, je m'en vais voir du monde que j'ai déjà rencontré. OK, tant que ça, là, à ce point-là. Ouais, tu sais, comme là, je m'en vais sur la Côte-Nord, je vois du monde sur toute la Côte-Nord, rencontrés ou pas rencontrés avant, mais qui sont willing de rencontrer. Ouais. Fait que c'est juste... Ou c'est l'ami, le cousin de quelqu'un qui a vu que... Ouais. Puis, tu sais, quand tu rentres dans la loge d'un artiste pour la première fois, ton but, c'est de le rendre à l'aise. C'est vraiment difficile quand tu connais pas la personne. Mais tu sais, plus tu le fais, plus ça devient facile. Fait que c'est juste des social skills, on dirait, puis de pouvoir... Mais t'as-tu tout le temps eu ces social skills-là? Parce que tu parlais justement qu'au secondaire, whatever, t'étais peut-être plus effacé. Mais je pense que ça se pratique au fil du temps, puis plus t'en fais, évidemment, plus ça devient facile. Mais je pense que j'ai eu un gros boost d'avoir eu des connexions, mais connexions en guillemets, là, c'est pas des connexions profondes philosophiques, mais d'avoir voyagé dans des pays, puis d'avoir fait travailleur avec des gens qui parlent pas le français ni l'anglais. C'est de comprendre la base de la communication humaine. Ouais. De comprendre que tu peux communiquer sans langue, puis de prendre tout ce bagage-là, de l'avoir en toi, les habiletés, les outils. Puis là, une fois que tu as la langue, c'est comme, ben là, c'est une joke. Comme, wow, je peux appeler quelqu'un pour lui parler de vive voix, puis qu'on peut approfondir sur un sujet.
On dirait que ça donne des atouts qui sont juste, qui disparaissent pas, puis c'est juste facile. Mais ces skills-là, j'ai l'impression que ça apporterait à tout le monde. Ben oui, clairement. Mais c'est pas tout le monde qui a besoin de sortir de sa zone de confort, c'est ça. de C'est communication. correct, ben oui, c'est normal, on n'a pas besoin tous les jours de se confronter à de l'inconfort, là, c'est correct. Mais est-ce que c'est vrai que ça t'apporte en fast learning des skills qui te rapportent le reste de ta vie après? Imagine, c'est comme tu pouvais... Mettons, imagine si tu avais un podcast, puis que tu te rendais compte que tu avais une plateforme, que tu peux inviter n'importe qui, des gens que tu as rencontrés ou que tu n'as pas rencontrés. Mettons, quand tu établis une certaine notoriété du médium qu'est le podcast, puis là, que comme chaque personne que tu vas lancer une invitation, c'est pas encore le cas là, mais chaque personne que t'envoie une invitation va ça dire... Ça s'en vient. Que t'envoie une invitation va dire oui. C'est comme, les possibilités sont infinies. Tu peux apprendre tout ce que tu veux sur n'importe quel sujet. Que ce soit... Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est ton objectif avec le podcast? Je sais pas, d'apprendre plus. Mais clairement, chaque invité, j'apprends des choses. Mais... Ça vient de où? C'est parce que t'es quelqu'un en arrière de la lentille. Ouais, mais c'est... Ouais. À base, tu l'as dit. Mais derrière la lentille, t'as besoin d'avoir une connexion. Là, tu veux être quand même devant, d'où le podcast. Mais c'est quoi l'objectif par rapport à... Je pense la conversation puis la connexion profonde puis la vraie conversation belle est à la base de la photographie d'humain. C'est juste de transposer le même acte sur un médium différent en retirant la caméra. Je pense que tu réussis au la même. Ça se passe bien. Quand même, 3e saison. Je pose des questions en tant qu'investisseur. 3e saison de 36. Oui, exact. Il en reste 33. Merci, Raph. Pourquoi 36? On a dit Infinite Player, man. C'est ça. Il y en a à l'infini des saisons. Wow. Imagine saison 122. C'est pas une promesse. Merci d'être venu. Cheers. Écoute, ça fait plaisir. Merci de m'avoir reçu. Santé. Merci à la communauté. Merci.